Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du comptoir. Et aujourd'hui, on est accompagné des deux meilleurs, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Toujours les mêmes. Salut Romain, salut Thomas, vous allez bien? Salut. Et donc, dans la lignée du dernier épisode qu'on a fait avec Romain, aujourd'hui, pas de sujet. Open bar, on discute. Et puis, on verra bien ce que ça donne, j'ai envie de dire. Bon, ça va encore partir dans tous les sens, mais bon. Hein? Au moins, ça sera intéressant. Ouais, on est là pour ça. Ah, exactement. Et du coup, vous avez suivi un peu les résultats là qui sont sortis ou pas du tout? Alors, de très très loin, c'est surtout ce qui a été partagé sur le groupe que j'ai vu. Que t'as vérifié. Ouais, donc ça annonce que du bon pour le futur, hein, de toute façon. C'est ça, même si tu vois là, j'ai ma ligne SK qui fait la gueule depuis 2 semaines là. Je suis dans les moins 20%, donc c'est génial. Mais l'avantage de SK, c'est que le moins 20, tu peux le rattraper en une journée. Tu vois, faut voir le bon côté de la chose. Non, mais c'est pour ça. Ouais. Tu vois, c'est depuis que je me suis mis avec vous et surtout depuis qu'on discute ensemble avec toi Aiden et puis avec Romain et tout là dans le groupe, j'ai plus du tout le même point de vue sur les fluctuations, les trucs comme ça, tu vois. Ouais, tu l'encaisses mieux. Ah bah totalement. Bah, C'est moi je le vois. C'est le fait qu'on voit les prévisions que vous pouvez partager ou que je peux voir sur les réseaux, sur internet et tout. C'est beaucoup plus rassurant, on va dire, de se projeter, quoi. Ouais, je me permets de te couper, Thomas. Déjà, ce qui est le plus formateur, c'est de commencer avec SK Hynix. C'est sûr que quand tu commences avec ce type de boîte, tu es obligé de t'habituer à la fluctuation. C'est-à-dire qu'il y a une fluctuation qui peut être beaucoup moins grosse quand tu vas partir sur un... tu le vois avec ton ETF, tu vois. Tu vas pas voir ton ETF faire moins 10, plus 20. Ça va plus être des fluctuations un peu plus cool, on va dire. Déjà, quand tu vas perdre 1%, voire 2%... Ouais, ça va être le bout du monde. Je crois que j'ai jamais eu, depuis que j'ai commencé, moins 2% sur mon SP500. Ouais, au moment des tarifs, quand même, non? Même pas? Ça l'a peut-être frôlé, mais de là avoir moins 2% sur la journée, je ne pense pas. Je pense que les moins 2, moins 3, tu peux en avoir une fois de temps en temps, mais c'est très rare, quoi. En tout cas, ça m'a pas marqué. Mais c'est clair que commencer en bourse avec SK, c'est bonjour monsieur, bienvenue à l'école de conduite. Voilà la Lamborghini Gallardo qui vous attend. Allez, à vous de jouer. Mine de rien, toi, bienvenue dans le train de la mine. Exactement. T'as le plateau numéro 1, qu'on va dire SP500, MSCI, etc. Ouais. Le plateau numéro 2, on va les dire GAFAM. Déjà, tu regardes les GAFAM, voilà, Google, Nvidia. Là, depuis quelques temps, Nvidia, ça fait pas mal de plus 4, moins 5, plus 2, moins 3. Donc déjà, et après, t'as le dernier plateau, les fous du bus. Comment dire ouais, voilà, les fous du bus. Moi, je dis les Golgoth. Tu vois, voilà. Mais par contre, quand t'enchaînes plusieurs jours, comme on disait dans la dernière vidéo, tout ton tel, plus 10, ok. Le lendemain, tout ton tel, plus 15, ok. Tu réouvres, plus 8. T'es en mode, ah ouais. Et après, tu regardes sur le mois, plus 60, tu fais, ah. Il y a des entreprises, il leur faut 3 ans pour faire ça. Mais ce que je voyais là, c'est là sur la ligne SK, je voyais genre sur un mois t'es à moins 20, moins 22, une semaine moins 20, moins 22, sur l'année, un an plus 60 ou un truc comme même plus 100, non, je sais plus. Plus 700 je pense. Sur un an, c'est plus 700, ouais. J'ai dû me gourer. Voilà, ça a baissé, franchement, quel mauvais call SK Hynix, c'est seulement à plus 501%. Ils ont une chute de 30-40%. J'aurais mieux fait de tout mettre dans Pernod Ricard et LVMH, je pense. Ouais, plus 500%, je viens de voir là sur un an pour SK. Donc c'est clair que tu commences, tu mets les pieds dans le plat. C'est ça aussi, tu vois, c'est le fait d'arriver toujours, de se dire putain, j'arrive trop tard, quoi. Tu sais, de commencer à investir et de se dire là, tu vois, tu regardes, t'as le pic. Il y a un an, tu dis ouais, bon, en fait, ils ont fait leur max et puis basta, quoi. Mais au final, quand tu remets, je pense que c'est ce que tu vas dire, mais quand tu remets sur d'autres entreprises qui ont 10, 15, 20 ans, même plus de feedback là-dessus, tu vois les fluctuations. Au final, elles sont sur la durée, elles sont vraiment lissées parce qu'elles se voient même plus, en fait.
Elles ont continué à augmenter au fur et à mesure des années, quoi. Donc pour l'instant, c'est des grosses fluctuations, mais c'est surtout que les entreprises comme ça, généralement, en fait, quand ça commence à péter, tu sais jamais quand est-ce que ça finit. Tu vois, par exemple, tu prends le cas de Nvidia. Tu vois, au début, je pense qu'il y a des mecs qui ont été dans la même situation que nous actuellement, qui sont arrivés en bourse. Nvidia avait déjà fait x2, x3. Les mecs se sont dit, oh là là, c'est trop tard. Et puis bon, bah là, tu regardes maintenant, depuis 5 ans, Nvidia a fait x10. Donc 1000% de perf. Mais je pense que la position de Thomas, elle est plus difficile que celle que l'on a eue, dans le sens où Thomas, l'avantage qu'il a eu, c'est que comme il te connaissait, et donc du coup il nous a connus à travers le groupe, avant de commencer à investir, même si on n'a que 1 an et demi, 2 ans d'ancienneté dans la bourse, on a pu lui donner un bagage, et comme il l'a dit tout à l'heure, en fait, il s'est posé la question en mode est-ce que j'arrive pas trop tard, tu vois. Et donc c'est là où je pense que sa position elle est plus dure que la nôtre, parce que moi quand j'ai commencé il y a 2 ans, comme il y a personne dans mon entourage qui investissait dans la bourse, je me suis pas posé cette question. Je me suis dit bon, les gros du moment c'est ça, vas-y je vais investir sur ça, et j'ai pas forcément regardé l'historique au début. Enfin forcément je me suis renseigné, j'ai pas non plus foncé tête baissée parce que je suis pas bête, mais en fait on avait un petit peu plus d'insouciance que Thomas a pu en avoir pour commencer à investir. Donc je peux comprendre le truc de ouais, j'ai peur d'avoir déjà loupé le train. Et après, bon, en termes de timing, on n'a pas eu non plus un timing incroyable, hein, parce que typiquement, toi, tu as commencé à investir en bourse, 3 mois plus tard, il y avait Trump qui nous sortait ses tarifs douaniers, et on s'est retrouvé à moins 30% global sur le portefeuille. Niveau timing, il y en a qui ont eu mieux que nous, je pense, tu vois. Ouais, ben en fait, quand tu regardes tous ceux qui investissent plus tôt que toi, à moins d'arriver en pleine banqueroute générale et tout, ils ont toujours mieux investi que toi, quoi. Exactement. Mais tu vois, j'aurais eu un peu plus de bagages, j'aurais réinvesti beaucoup plus vite dans la chute. Alors que quand ça s'est passé avec les tarifs de Trump, j'ai attendu. Enfin, bien sûr, j'ai enfoncé dans la chute, mais j'ai attendu trop longtemps. Parce qu'en soi, on n'avait pas encore le recul émotionnel, le recul sur comment fonctionne la bourse. Et là, je pense que c'est aussi un avantage pour Thomas. C'est que si un jour on va subir un crash, prépare-toi, Thomas. Toi, tu vas être dans ton lit en boule en train de pleurer. Nous, on va venir, on va prendre ton téléphone, on va rentrer sur ton appli bancaire et on va faire un virement vers ton compte et on va te faire investir comme un bourrin. Parce qu'en fait, c'est là que tu fais tes meilleurs perfs, en fait. Et c'est là où je vois aussi la ligne, je reprends toujours l'exemple de SK pour l'instant, parce que pour le reste, c'est. Parce que là, juste, pardon, je te coupe 30 secondes, mais là, pour le moment, sur ta partie stock picking, t'as que 2 actions, t'as Nvidia et SK. Ouais, c'est ça. Oui, donc forcément, c'est logique que tu prennes tout le temps le cas de SK, du coup, parce que. Ben oui, voilà, c'est ça. Et en fait, je me dis là, le DCA hebdomadaire, il tombe à pic parce que, en fait, je continue de réinvestir toutes les semaines, mais c'est des petites sommes. Tu vois, je suis à moins 20%, mais c'est des sommes, je crois que je mets 8 ou 7 euros par semaine, tu vois. Mais tu lis vers le bas dans tous les cas, tu vois. Donc, Ben voilà, c'est ça. Donc en fait, je vais atténuer petit à petit la chute. Et puis quand ça va repartir, c'est là où je vais me frotter les mains, quoi. C'est le gros avantage du DCA, c'est que en cas de baisse, t'en profites. Pour te donner l'exemple, Thomas, moi quand j'ai commencé, donc j'ai commencé un tout petit peu après Tilan, j'ai commencé 3 ou 4 mois après, si je dis pas de bêtises. T'as commencé début 2025, toi, non? Genre février, un truc comme ça? Le 17 janvier. Ouais, moi j'ai commencé le 16 octobre 2024. Putain, vous avez les dates, les gars. C'est marqué d'une pierre blanche, quoi. Les premiers 100 balles sur Nvidia sont partis le 16 octobre 2024. Moi, c'est des trucs très importants, ce genre de dates. Du coup, je me perdais, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, voilà, je te donnais mon exemple. Donc moi, j'ai commencé le 17 janvier. Et pour moi, c'était une période extrêmement bien parce que je me suis dit, ouais, c'est juste avant l'investiture de Trump. Pour moi, Trump, c'est pro-US. Il fait tout pour l'économie US. Il va me mettre bien et tout. Alors au début, ça commence. Les 2 premières semaines, je monte à +3, +4. Je suis en mode, ça commence bien. Et ouais, après, t'arrives de tu vois, je suis tombé à moins 25, un truc comme ça. Un peu moins, toi, je crois, de mémoire. Mais ouais, clairement, Romain, c'est sûr que quand tu commences en bourse, que t'envoies ta grosse cartouche et que 2 mois derrière, ça commence à baisser, c'est sûr que ça fait un peu drôle. Alors que toi, l'avantage que t'as, Thomas, au moins, c'est qu'avec le DCA, tu vois, tu vas lisser au fur et à mesure.
même si ça chute, c'est pas inquiétant. Ouais, Quoi. c'est ça, et puis ça reste des sommes, tu vois, ça reste des sommes plus modestes aussi, mais c'est bien aussi, je pense, au Bah, pour début, mettre, de se ouais, pour faire la commencer. main. Ouais, voilà, et puis après, ben, pourquoi pas Bien sûr. renforcer sur d'autres actions, rechercher d'autres actions, d'autres secteurs, des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est Et de toute clair. façon, comme tu le dis, c'est bien au début pour se faire la main. Tu vois, moi, quand j'ai mis ma première cartouche, jamais j'aurais pensé que 6 mois plus tard, je remettais une Mm. aussi grosse cartouche. Tu vois, moi, dans ma tête, quand j'ai commencé avec ce premier palier, en fait, moi, Ouais. je pensais que ce serait mon palier maximum. Tu vois, je me suis dit, tout le reste, je vais le garder de côté, tu vois. Mm. Et en fait, quand tu as pris goût à la bourse et que tu commences à comprendre le marché, comment ça marche, tu te dis en fait, plutôt que ça dorme sur mon Ouais. compte bancaire, comme on le répète à chaque fois, que tu te prennes tes 2% d'inflation, quand tu compares au taux de croissance que peut te rapporter un livret A à côté de quelque chose d'hyper sécure, même juste le MSCI qui va te faire ton Ouais. 5% par an, déjà, même juste en investissant dans un truc safe, déjà, je vais faire fructifier mon argent plus Mm. que si c'était sur la banque. Donc, tu vois, comme tu dis au début, c'est bien de se faire la main. Ouais, Et clairement. puis, je suis sûr et certain que dans quelques mois ou dans quelques années, ce serait bien que ça arrive assez rapidement, tu vois, dans 1 ou 2 mois, qu'il y ait une très grosse chute et que là, ça te donne envie de réinvestir, tu vois. Parce qu'en fait, comme on l'a dit avec Dylan, si on veut notre objectif d'atteindre un autre palier, c'est-à-dire prendre une retraite anticipée, il n'y a que 2 scénarios qui sont possibles pour nous. Le premier, c'est que la bourse fasse Ouais. son bull run, Et comme j'en ai depuis pas encore 2000. parlé de Thomas, ça, je voulais pas le traumatiser tout de suite. Je voulais attendre la prochaine vidéo qu'on fera ensemble, mais vas-y, on peut y aller si tu veux, parce que on en... Après, si tu Allez. veux, on en parle une autre fois. Non, bah, de toute façon, on en a En déjà gros, parlé un Non. peu dans la dernière vidéo voilà. qu'on a fait ensemble, mais là, comme Si on veut là, prendre elle est notre pas encore retraite sortie pour le anticipée, moment. si on veut prendre la Et ouais. retraite anticipée avec Dylan, avec les montants qu'on veut mettre, par exemple, mais même pour toi, il y a deux scénarios qui nous intéressent. C'est soit, comme depuis 2023, depuis le début de l'IA, c'est qu'on enchaîne les années bull run, qu'on se tape des années où, tu vois, le SP500, il fait un 15 de moyenne, là, sur 3 ans, même un peu plus. Mm. Dylan, lui, il veut De vraiment 17-18, je crois, surperformer. de mémoire. Voilà, Dylan, il veut superformer le SP500, donc on va prendre son exemple. Donc, en gros, lui, il faut qu'on enchaîne pas mal d'années, quelques années à faire des grosses perfs du 20, 25, 30%, tu vois. Ça, Mhm. c'est le premier scénario qui nous intéresse. Et faut pas que ça dure que 2 ans, sinon, Ouais. pour prendre une retraite anticipée, ça va être dur. Bah, même sans parler Et de le retraite deux... anticipée, la retraite tout court. Hein. ouais. Oui. Et du coup, le Oui. deuxième, Et le deuxième scénario, eh ben, c'est qu'il y a un méga crash, que tous Mm. prennent moins 40%. moins Et là, 80. Grande dépression de 1929, là, moins 92%. Et allez, les gars, sortez les et livrets, là, Méthode, allez, le les P, gars. les LDDS. tu, Oui, allô, tu fais madame la ton banquière, oui, je voudrais revendre ma maison, s'il vous plaît. tu fais ton non mais voilà, tu fais ton dessert régulier. Ouais. Si tu as Ouais. si tu la possibilité, tu envoies ta grosse cartouche, même plusieurs si tu as l'occasion. Et après, même si ça fait des années lambda, il y aura forcément ça sera forcément positif parce que ça va forcément remonter tranquillement et c'est parfait quoi. Ouais. Voilà, c'est les deux scénarios qui sont Et parce que oui, du coup, disponibles pour nous. on en a déjà un peu parlé dans la dernière vidéo avec Romain, mais bon, comme elle n'est pas encore sortie, voilà. Parce que bah, on a parlé un peu de toi justement, Thomas, donc tu pourras aller la regarder quand Ah, elle sera sortie si tu veux. On a vas-y. parlé de toi et de Lucas très rapidement, parce qu'on parlait d'une étude qui s'appelle, enfin une étude Spiva, qui démontrait soi-disant que la plupart des particuliers qui investissaient en bourse, donc comme nous, faisaient moins Mm. bien que juste un ETF SP500 basique. Ok. Et en fait, dans la pratique, il y a eu un débat là-dessus, mais en fait, dans la pratique, moi, je trouve que c'est des immenses conneries. Euh, Parce que globalement, à partir du moment où tu sais à peu près ce que tu fais et où tu prends pas des actions complètement, soit vraiment avec une croissance ridicule, soit des trucs ultra risqués, bah, normalement, tu feras toujours à peu près autour de ton indice et généralement un poil mieux. Euh, et du coup, après, Et moi, on parlait de je, la retraite. Vas-y, vas-y. je me permets, je suis pas forcément d'accord avec Dylan, parce que Dylan, il pense ça, Ah, parce que c'est un gars qui a étudié son sujet avant de se lancer, et bien comme il faut, et surtout, les gens qui viennent dans notre groupe, on essaye de les éduquer à la hauteur de ce qu'on a appris. Encore une fois, je veux pas dire qu'on est des des gens qui peuvent génies, conseiller des les autres, Warren mais Buffett. à partir du moment où tu as vécu quelque chose, je pense que tu peux donner le bagage que tu as appris. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Donc forcément,
les gars qui sont dans notre groupe, ils arrivent plus ou moins à faire une bonne perf. Mais comme je te disais, Dylan, il y a énormément de personnes qui se lancent, comme nous au tout début, sans bagage technique, qui ont peut-être pas forcément étudié aussi le truc. Ils se Ouais, mais disent, même. je vais commencer à investir parce que c'est la bourse et si je veux gagner de l'argent, c'est comme ça que je peux faire. Ils se lancent dans une action, ils voient que ça marche pas. Enfin, il se prend une claque comme Skynix, ça va dire, il se prend son moins 20%. Le mec panique, il retire tout et plus jamais il retourne en bourse. Donc, effectivement, avec cette étude, si tu prends un panel général, ben, pour moi, ils ont raison. Je pense que les particuliers sont moins susceptibles de faire une performance de SP500. Moi, je reste quand même convaincu que tu prends n'importe quel clampin qui a commencé à investir en bourse quelque part depuis l'explosion de toute la technologie actuelle, smartphone, internet, donc on va dire quelque part à partir de 2010, quoi, 2015, si on va être safe. Le mec, il a juste eu à prendre 2-3 GAFAM au hasard, juste il connaît de nom, il s'est même pas renseigné. Le mec, il a éclaté le SP500 sur 10 ans, enfin, même sur 5. Quelqu'un qui a commencé là à peu près au moment du Covid ou même juste avant. Genre vraiment pire scénario. Le mec il commence à investir, un mois plus tard, confinement, la bourse prend moins 60% dans la gueule. Et ben là, il a déjà éclaté le SP500 depuis. Parce que juste les GAFAM, trop fort. Oui, mais parce que toi, tu as la mentalité de rester à ce moment-là, mais il y a des gars qui n'ont pas la force mentale ou le bagage nécessaire pour rester. Je me permets, les gars, depuis tout à l'heure, j'ai ça en main, c'est pas un truc chelou, hein, c'est de l'aloe vera, je me permets de préciser. C'est quand même une forme très bizarre. Salut Lucas, ça va? Tu fais ce que tu veux. On jugera pas, on jugera pas. Bah tiens, Lucas, timing parfait parce qu'en fait, on avait commencé à parler de Thomas et puis bon, on s'est paumé en route comme d'hab. Donc je retombe sur le sujet. Je disais du coup, comme ça, Lucas tombe pile au bon moment, que dans la dernière vidéo qu'on a fait avec Romain là, il y a 2 jours et qui devrait sortir bientôt, on a parlé un peu de vous. Notamment parce que donc on parlait de cette fameuse étude Spiva là, et est venu le sujet des profils d'investisseurs des gens et de leurs objectifs. Et en fait, on disait que globalement, que tu regardes YouTube, Twitter, Reddit, tout ce que tu veux comme réseau, 99% des gens te diront moi je suis long terme, mes objectifs c'est pouvoir vivre ma retraite sur mon portefeuille boursier ou pouvoir me construire une retraite là-dessus. Et puis tu regardes ça, et puis tu regardes le portefeuille que le mec qui te dit ça il a. Et puis tu vois que le mec il a du LVMH, du Pernod Ricard et puis du Air Liquide. Et tu dis c'est bien mon grand, très beau portefeuille. Hein. Mais alors tu fais les calculs, si tu veux vivre une retraite là-dessus, t'as un salaire de ministre. Hein. Et moi je suis plutôt d'accord avec Romain parce que tu vois ce genre d'action là. Et en fait, tu prends un mec lambda qui a pas fait le travail que vous faites et que vous nous partagez sur le groupe et tout. Mais en fait, à analyser, à regarder les secteurs qui peuvent performer dessus. Mais en fait, c'est que le mec il va rentrer, tu vois, moi comme je t'avais déjà dit, j'avais déjà investi avant dans des actions. Ça a rien fait parce qu'en fait, je regardais les actions, tu vois, je regardais des actions à dividendes pas trop cher que je pouvais acheter des trucs comme ça. Mais au final, il n'y avait pas d'analyse quoi. En fait, j'y allais au pifomètre. Au doigt mouillé. C'est ça, c'est le mec, la poule sans tête qui voyait plein de trucs en disant tiens, cette entreprise je la connais, elle a l'air d'être bien, mais en fait il n'y a aucune analyse statistique, financière derrière quoi. Et je pense que ce genre de profil là, que j'ai pu être et que je tends à ne plus l'être grâce à vous, à ne plus être du tout, mais vraiment pas. Qu'on a été aussi, hein, je tiens à préciser. Non mais voilà, c'est ça. Aussi comme ça au début. C'est ça, oui, mais c'est Dylan. Première ligne, Nvidia comme un Golgoth. Non, mais je te parle pas. Je te parle pas que de l'investissement en bourse, il y a aussi les autres investissements. Bref, Thomas, je vais pas te couper. Vas-y, on te laisse finir, Thomas. Je pense que le profil que vous avez, en fait, et Dylan, le point de vue que tu as sur cette analyse-là, sur ces recherches-là, elle est biaisée par toi, tout le travail que tu as mené toi, et tu te dis, en fait, c'est le travail normal à faire pour performer, et tu as totalement raison. Mais au final, il faut pas oublier que ce que toi tu fais, c'est pas la norme. Oui, c'est pas faux. Et voilà, c'est ça, c'est pas pour lécher les bottes à qui que ce soit ni rien, mais c'est la réalité. C'est qu'avec toi et dans le groupe, que j'ai pu me manger des analyses de résultats financiers, des calls à me faire expliquer ce que c'est un ETF, à bouffer de la donnée, des trucs comme ça, et juste à être intéressé, tu vois, à chercher, à me dire mais putain pourquoi Meta fait ce genre d'investissement, comment ils se projettent dans leur investissement dans les années à venir.
ce qu'ils projettent et comment ça fonctionne et comment les actions des entreprises côté opérationnel peuvent impacter leur valeur boursière derrière. Et en fait, je pense que ça, allez, 80% des profils d'investisseurs lambda ne font pas ça. Ouais. Parce que c'est trop complexe. C'est surtout que du coup, on n'a pas de bagage technique, pas de bagage technique et pas de bagage technique financier. Après, je connais pas connais pas le métier de vos parents, mais moi je reviens souvent sur ça. Dylan et moi, je sais qu'on est une famille de prolétaires. J'ai pas envie de vous juger, les gars, mais dites-moi l'inverse, je pense que vous aussi. Moi, mes parents sont comptables, tu vois. Ouais, mais pour moi, ça reste des ouais. prolétaires dans le sens où comptable, je suis désolé, c'est pas un métier qui va gagner. Oui. Quand je dis le mot prolétaire, c'est vraiment Oui, c'est pas des gens négatif. c'est pas négatif, c'est des gens qui vont toucher la moyenne française. Ouais, je sais pas la combien elle est. médiane, actuellement, la médiane, elle est autour de 2000, je crois. 2000-2005. Voilà. Tous les gens qui sont à cette médiane-là, voire en dessous, pour moi, j'appelle ça des prolétaires. Et tous ceux qui sont au-dessus de cette médiane, j'appelle plus ça des prolétaires. C'est comme ça que je le vois. C'est peut-être pas la bonne définition, mais c'est ce que je voulais dire. Donc, venant de familles de prolétaires, on n'a pas forcément une éducation financière. Et même moi, de mon côté, mes parents, à part l'immobilier, parce que c'était un petit peu... on a toujours dit dans tous les temps que la pierre, c'est l'investissement de base. Moi, à part ça, où je sais que c'était important d'avoir euh, un appart, moi, enfin, c'est ce que mes parents m'ont transmis, c'est le seul truc que j'avais. Sinon, en termes de bagage financier, j'avais rien, tu vois. Et je pense que du coup, la majorité des personnes sont comme ça, Dylan. Et quand je vois tous les gens que je côtoie, tous les gens qui savent que j'investisse, ils me demandent à chaque fois comment tu fais. Déjà, les premières questions, c'est comment tu fais pour t'inscrire, tu vois. Déjà, les mecs, ils ont déjà besoin de conseils pour s'inscrire sur un broker parce qu'ils ont peur du truc, tu vois. Ou à l'époque des cryptos, ouais, comment t'as fait pour acheter de la crypto? Bah, tu télécharges Binance ou Coinbase ou crypto.com, tu te fais ton compte et t'achètes. Ah, mais on fait comment, tu vois? Parce qu'on a un pays d'assister et des gens qui savent pas faire, tu vois. Bah, c'est que surtout, en fait, dans notre pays, on n'a aucune éducation financière à l'école. Tu vois, que ça soit au collège, au lycée, enfin, c'est pas les cours d'éco qu'on fait au lycée qui t'apprennent comment fonctionnent les investissements. Voilà. Tu vois. Mais du coup, pour revenir sur le sujet, parce que les sujets liés à l'étude, il y en avait deux. Il y avait premièrement le sujet de les particuliers sous-performent tout le temps le SP500. Donc sur celui-là, bon, on n'est pas forcément d'accord, mais bon, ça après, c'est sujet à interprétation. Le deuxième sujet de la retraite, là, il n'est pas sujet à interprétation du tout. C'est juste des stats. C'est-à-dire que si tu prends l'objectif que tout le monde te donne de à 60 piges, je prends ma retraite et je pars du principe que notre génération n'aura pas de retraite, donc il faut que j'arrive à avoir un capital en bourse assez important pour me dégager une retraite dessus. Eh ben, c'est ce que j'expliquais à Romain la dernière fois. Il y a une règle en bourse quand tu vas être rentier, c'est-à-dire vivre de ton portefeuille boursier, qu'on appelle la règle des 4%. Tout simplement la règle des 4% parce que tu peux vendre tous les ans 4% de ton portefeuille sans que ça impacte à la baisse tes performances. C'est-à-dire que si tu peux taper 4% tous les ans et tant que ton portefeuille reste stable, normalement, ton portefeuille, tu vas jamais le creuser au point de vraiment le vider, quoi. Et donc cette règle-là veut dire que à partir du moment où tu n'auras plus de revenus et où tu seras en retraite, potentiellement à zéro parce que notre génération n'aura pas de retraite, ça veut dire que les 4% de ton portefeuille que tu vas retirer tous les ans, faut qu'ils te permettent de vivre ton année dessus. Alors je sais pas combien tu dépenses toi personnellement par an, que ça soit vous trois, mais je te laisse faire un petit calcul. 4% d'un portefeuille pour vivre, on va reprendre la médiane française. Un salaire médian en France, c'est quelque part autour de 30-40K annuels dans ces eaux-là. Donc ça veut dire que si tu veux retirer... C'est gentil, hein, 40K, c'est 30 000, ouais, je pense. Ouais, mais bon, c'est pour donner un ordre de grandeur. Donc si tu veux pouvoir retirer 30 ou 40K tous les ans et vivre là-dessus, en fait, il faut que ton portefeuille il fasse 1 million. Voilà. Donc déjà, 1 million. Déjà, bon, faut le taper le million, tu vois, faut y aller. C'est pas fini, Thomas, attends. Et puis surtout... Il y a l'inflation. Oui, alors il y a l'inflation, on parle pas de l'inflation, parce que 1 million actuellement, dans 20 ans, le million, il vaut 300 000 de maintenant. Donc ça, c'est encore un autre sujet, mais je vais même pas compter l'inflation. Je vais être grand prince. Il m'énerve, l'échelle qui prend, genre, ça vaudra 300 000. T'es pas dans l'abus un peu? Ok, demande à ChatGPT. Regarde combien ça valait un million. Demande à ChatGPT, Gemini, Claude, ce que tu veux.
Demande-lui 1 million de début 2000, ça vaut combien maintenant? Je te garantis que t'es pas plus haut que 500 000. En début 2000, ton litre d'essence, il était à 1,20€ le litre. Ton panier de course, tu le payais 40 balles à ras la gueule de viande et d'alcool. Ta chocolatine à 40 centimes. Donc, Attends, qu'est-ce que je viens de dire, frère? T'as dit chocolatine. Non, jamais de la vie je dis chocolatine. Tu m'enlèves ça. Pas en chocolat. Non, je le laisserai rien que pour ça. T'es grillé tout seul. Non, les gars, je suis des Deux-Sèvres. Je suis pas de Bordeaux. Je dis pas chocolatine. Kick-le tout de suite. Vas-y, j'ose le dire. Je suis pas un sale connard à dire chocolatine. Moi, je dis chocolatine. Non, c'est pas au chocolat, frère. C'est un malade mental. J'ai dit chocolatine. On revient sur le truc des 4% là, avant que l'autre il nous fasse un AVC parce qu'il a dit chocolatine. Donc déjà, on part de base qu'il te faut 1 million. Quoi qu'il, si tu veux vivre ta retraite sur ton portefeuille, il faut que ton portefeuille fasse 1 million. Mais 1 million tous les ans. Donc ça veut dire que tu as des années où ton portefeuille il va faire 1,2 million, tu vas pouvoir taper tes 4% et tu auras encore un peu de bénéfice, tu seras heureux. Tu as des années où ton portefeuille il va être à 750 000 ou à peut-être moins, et là, taper les 4%, tu vas manger des pâtes et du riz, mon grand. Et tout ça en partant du principe que tu as déjà un portefeuille qui fait 1 million. Je pense que si on reprend le spectre de tous les gens qui nous disent que ça soit sur les réseaux, sur YouTube, etc., et que je vais vivre ma retraite sur mon portefeuille boursier, je serais très curieux dans 20 ans de savoir le pourcentage qu'on tapait le million. Parce que il n'y en aura pas beaucoup. Et de savoir, et surtout, et ça par contre on ne le saura jamais, de savoir comment ils ont réussi à investir ces sommes-là. Parce que moi je connais des gens qui tapent 10 000 par mois. À travers ma compagne, non, autre gros. C'est qu'il y a des gens, frère, ils n'ont pas eu la même vie que nous. Je te le dis tout de suite. C'est-à-dire que papa et maman, ils ont le chèque. Et je connais des gens qui ont touché des héritages. Mais j'en pleure pour avoir un héritage comme ça, gros. À la fin de ma vie, j'aurais même pas autant d'argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'aussi, je vais pas le dire en anglais parce que ça va être horrible, mais comment on dit ça, je suis satisfait de moi-même non pas satisfait, je suis fier de me créer moi-même, c'est ça que j'ai envie de dire. Tu vois, qu'il y a des gens, et tant mieux pour eux, hein, mais après je suis aussi un peu envieux, mais il y a des gens, ils ont eu la chance d'avoir pas le même départ, tu vois. On démarre pas que... Tu dis merci à personne. T'as dit merci à personne. Ouais, tu vois, c'est ça. Ouais. Mais donc oui, quand tu pars de nos profils à nous, qui est globalement le profil de 90% des gens que tu vas retrouver sur les réseaux, parce que bon, sur les réseaux, les mecs qui te sortent des portefeuilles à 350 000, 400 000, 600 000, ils ne courent pas les rues, tu vois. Ils sont bidons, ceux qui font ça aussi. Donc quand tu prends les moyennes des utilisateurs qui ont des portefeuilles globalement comme nous, si ton objectif c'est la retraite, ça veut dire qu'il faut que tu arrives à taper le million quelque part entre 20 et 35 ans, on va dire, en fonction de l'âge que tu as. Tu as 3 possibilités pour taper le million quand tu auras la retraite. Soit il faut que tu touches un héritage de zinzin, soit il faut que tu sois avocat fiscaliste ou chirurgien neurologue ou Premier ministre et que tu touches des 5K à 10K par mois et que tu puisses te permettre d'envoyer des montants de fous en bourse tous les mois. Soit il faut prendre des risques de psychopathe. Et même en prenant des risques de psychopathe, il va falloir envoyer. Donc en fait, l'objectif de la retraite sur le profil boursier, la grande majorité d'entre nous le feront jamais en fait. Ça éventuellement, ça te permettra de faire un petit pécule à côté, mais on va travailler toute notre vie, nous les gars. On va dire que moi c'est le rapport que j'ai entre les investissements que je fais actuellement avec vous. Et vous parliez de bagages, on va dire, de connaissances sur la finance et aussi sur le entre guillemets, là je le mets en gros guillemets, me tapez pas à travers l'écran, mais l'accompagnement que peut faire les banques en tant que conseil financier et que en fait ils te sortent, viens investir sur mes produits merdiques. Viens sur ma belle assurance vie à 3% de prêt par an. Voilà, c'est ça, tu vois. Avec les assurances vie, les trucs comme ça et tout, tu vois qu'en fait, tu faisais le rapport entre ce que les gens pouvaient investir en bourse et que tu te rends compte que derrière, ils ont des sommes astronomiques qui dorment sur soit leur compte courant ou sur des livrets A, sur des assurances vie, des trucs comme ça et tout, alors que c'est pourri jusqu'à la moelle. Et en fait, quand tu te rends compte de ça, tu te dis, en fait,
moi, je préfère risquer, entre guillemets, mon argent à l'investir en bourse et de faire le taf qu'il faut faire, c'est-à-dire de pas être, entre guillemets, tenu par la main par des banques en disant venez sur mon livret, vous aurez d'assuré 2% grand max, mais c'est clair que c'est 2% d'assuré, tu n'auras pas de perte, mais c'est 2%. Quand tu reviens Surtout sur que l'inflation, quand tu reviens sur tout ce qui se passe et tout, moi vaut mieux prendre des risques un tout petit peu, quoi, parce mais que en plus, c'est même pas prendre des risques parce que du coup, faire ton 2-3% annuel, c'est tellement d'une facilité sur la Oui. bourse sans prendre de risques. En fait, c'est juste que euh, euh, il y a des gens qui, voilà, comme on le dit depuis tout à l'heure, qui n'ont pas de bagage technique. Par exemple, j'ai un ami, il investit via une assurance vie, sauf que c'est pas lui qui investit. En fait, on va jamais gagner autant d'argent que par nous-mêmes, en le faisant que tout seul sans passer par une étape en plus. Et là, j'ai un ami, c'est un conseiller, donc c'est-à-dire que lui, il envoie l'argent au conseiller, et le conseiller investit pour mon pote. Et donc, du coup, le mec lui promet, je dis des conneries, 5% de rendement sur l'année, tu vois. Et j'essaye de le raisonner en lui disant, frérot, Va en bourse. frérot, tu te prends ton 2 putains de pourcents d'inflation Ouais. par an. Tu te prends, allez, je suis méchant, j'ai dit 2%, on va dire 1%, on va dire que l'inflation elle va baisser un jour ou l'autre, on sait jamais. Non, bah, Mais des fous, c'est pas vrai. l'inflation, elle est à 2,5 là en ce moment. Ouais, mais je vais être très gentil, on va dire, on est dans un, Bah, on est dans un scénario hyper optimiste. Ouais, bah, très Une gentil. inflation. 2%, c'est très gentil déjà, hein, parce que Ok, historiquement, c'est à plus que 2%. ça. Et le mec, il se prend son pourcentage sur la perf. Oui. Tu vois? Donc tu enlèves encore les 1% de pourcentage du conseiller. En fait, tu te retrouves Ouais, avec, c'est gentil, 1%. Hein. avec Je peux que en dalle. rajouter, je pense. 1%, c'est le meilleur des mondes, mon grand. Hein. laissez-le Non, être mais je disais gentil sur dans le ses total de ta convictions. performance. Non, mais tu disais, ton conseiller, il prend 1%. Il prend Sur le total de la 2-3%. performance, ouais, Ouais, il prend 2-3%, c'est grand. chaud. C'est monstrueux, les Donc c'est taux pour qu'ils ça prennent. que, Hein. même si tu veux, au pire, même si tu n'as pas assez de bagages pour faire ce qu'on est en train de faire, mais tu peux quand même te lancer en bourse tout seul et réussir à faire un Oui, truc et pas trop puis risqué. MSCI T'investis toute ta World thune, All voilà. Country, merci, au revoir. Tu peux aller dormir Voilà, 20 ans, t'auras gagné de l'argent dans 20 ans. Hein. c'est Tu ça. seras Les pas nouvelles, millionnaire. Tu seras pas les- millionnaire. Tu feras pas ta retraite ah bah dessus, mais oui. t'auras gagné de l'argent. Mais Les Ouais, d'ailleurs, puis nouvelles, surtout, tu peux pas prendre de risques, entre guillemets, et avoir un truc sûr qui monte, Oui, et faire plus que le livret A, bah voilà. T'as oui, ça. parce tu vois la que. détresse. Tu vois la détresse des gens au niveau de leur bagage technique. Regarde toutes les formations pourries qui sont vendues par les influenceurs, par les trucs sur Instagram, etc. Et les gens, ils payent, gros. On devrait peut-être le faire, nous, finalement. Ça rapporterait peut-être un billet. Mais tu sais, je pense que je vais quitter le groupe rapidement. Alors, Thomas, mais, maintenant, la participation pour le groupe WhatsApp, c'est 100 € par mois, s'il te plaît, si jamais tu Ouais, veux ouais, rester ouais, dedans. c'est ça. Le mec se ah, fait mais, son DCA, la pyramide de Ponzi se met en place, les gars. non, mais gros, tu rigoles. Tu rigoles, Mais il y mais en en a. vrai, tu portes tes couilles, tu décides de quitter ton taf, tu arrives à prendre une année sabbatique, tu te dis, écoute, je me lance dans mon business, juste, je suis conseiller sans promettre de performance, juste je conseille les gens. Vous suivez mes conseils ou pas, c'est voilà, je vous délivre quelque chose, je vous fais des calls chaque semaine, etc. Je suis sûr que tu pourrais créer un business, frérot. Parce que les gens, ce qu'ils font, c'est exactement ça. Par exemple, le mec dont je vous parle, les gars, il a une boîte sur Paname et sur Bordeaux. Et en fait, le mec, il est conseiller financier depuis maintenant 5-6 ans. Et genre, tous les ans, il m'envoie un message sur Instagram. Genre, cette année, il m'a envoyé au 1er janvier, Salut Romain, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2026? Je le vois gros comme une maison. Oh, le En fait, à message de chaque année, connard. il essaie de faire un truc Ouais. pour Il que je essaye vienne de dans son faire truc. le flexeur fou, quoi. Cette année, ça m'a intéressé. J'ai dit, tu sais Ouais. quoi, frérot, chaque année, tu m'envoies un truc. À chaque fois, soit je te réponds pas, soit je te snob, ou je te réponds à côté de la plaque. Cette année, j'ai envie de savoir, tu vois. Mais le mec te propose, sans te mentir, ce qu'on est en train de dire. Ah, on va faire un investissement MSCI World, nanana, je vais te Et je prends prendre, mes je te, 2%. je te Quel génie. promets tant et je te donne tant. Mais il propose pas grand chose de plus. C'est pour ça que Ouais. je te dis, en soi, c'est quelque chose qui est faisable, tu Va vois. falloir Juste, faut avoir envie de le faire. changer de plan de carrière, les gars. Puis après, t'es Ouais. indépendant, donc c'est moins cool aussi, tu vois. Parce que le CDI Ouais, rapporte quand même sa sécurité, même si ça te permet pas d'être riche. Ouais, enfin, si c'est pour dire Ouais, aux c'est gens, moins cool, mais venez chez moi, je vous mets votre argent dans le MSCI World, je prends mes 2%, moi aussi je peux le faire. Et je peux le faire à côté de mon vrai taf. Hein. Non, mais j'abuse, mais t'as capté ce que je voulais dire, tu vois. Il a pas non plus proposé Ouais. ça, c'est un peu plus Oui, mais construit, mais c'est pas non plus. oui, tu fais un truc avec ChatGPT, et en 30 minutes, il te sort la même propagande, quoi. Voilà, ça va pas te casser trois pattes à un canard.
Mais Ah, ouais. tu changes juste la police d'écriture, t'enlèves les petits, T'enlèves les petits- émotes. Ouais, voilà, c'est ça, t'essayes de cacher que c'est un prompt d'une IA, et puis voilà, quoi. C'est clair. Mais donc, Mais il y en a plein des gens comme ça. Hein. Ah, Pas con. mais ça pullule. Ouais. Et c'est là, on parle investissement financier, conseil financier. Mais les plus grosses arnaques, c'est toutes les formations sur le trading ou les trucs comme ça, quoi. Oh, le Là, trading, c'est ça, vraiment, quel bonheur. c'est la foire à la saucisse, quoi. Oh, des fois, le Ah, soir, c'est- je me croustille des petits short trading, là, quand je suis dans le lit. Ah, tu vois, le mec, il est devant sa courbe, et là, alors, je pense Ouais. que ça monte. Alors, Là, il y a une bougie, là. je mets une ligne Ouais. là, je mets une ligne là, donc en fait ça va faire comme ça. Et résultat des courses, toi t'investis parce que tu suis ton maître à penser et la ligne derrière, fou, Moi, des fois, je regarde des derrière. trucs où le mec, il te fait des belles courbes, il te prend son graphe avec les bougies, là, le fameux, et il dit, alors là, il y a mon support, là, il y a alors je sais plus comment ils appellent ça, mais le plafond, quoi. Et il dit, alors là, vous voyez, ça a fait 3 pics Mon sur stop le loss. support. Ou le take profit. Ouais, voilà, exactement. J'ai fait 3 pics sur mon support, et là, ça repart à la hausse, ça veut dire que au prochain truc sur le support, ça va forcément péter en dessous. Et il dit, donc là, j'achète, enfin, je short, et je vais forcément gagner d'argent. Et tu prends son graphe, tu le dézoomes juste de 2 mois, et tu fais, bah là, il y a 4 fois où ça a pas marché, là, juste avant. Ouais, c'est à crever de rire, ça. J'aime bien Bon, on regarder. peut C'est revenir marrant. sur ta première question sur laquelle on n'a jamais répondu. C'est comme ça que tu as lancé la vidéo avant que Lucas arrive. C'était quoi Qu'est-ce ma qu'on première a question? pensé Ah oui, putain, les des, rapports. euh, On en a jamais Ah oui, des les reparlé, du rapports coup. sur. financiers, Ah, gros, t'as posé la question, on est parti. Ouais, c'est 1 heure. 1 heure. Bip bip et coyote. ouais, c'est ça. Mais, TSMC, comme tu l'as dit tout à l'heure, avant qu'on commence la vidéo, déjà 40% de croissance, quoi. Donc, ouais. Bon, qu'est-ce que ça tu sent veux bon. Hein. Ah bah 34%, soyons honnêtes. 34% de croissance, c'est seulement. Les revenus, 60%, si je dis pas de bêtises 64. Non, je me suis gouré. Ouais, tu t'es gouré. Tu parles Attends, de TSMC ou d'ASML là? TSMC. Un TSMC revenu 34% year to year. Attends. Je retourne. Ça me perd dans tous les Non, chiffres qu'on a. je vais Et te puis il y a eu dire. ASML aussi hier, non? Ouais, Il y a eu les deux en même temps. ASML, il a été monstrueux le rapport. Hein. Ouais, là, quand t'as balancé les infos, là, j'ai regardé, j'ai fait, ah Ah ouais. oui, quand même. Ouais, putain. Estimation des analystes pour les revenus 10 milliards 4, ils ont fait 10 milliards 9, donc bon 500 millions de plus. ASML ou TSMC? ASML, ouais. EPS, donc bénéfice par action, c'était attendu à 8,07$, ils ont fait 8,88$. Bénéfice net, ils étaient attendus à 3,1, ils font 3,4. Marge brute, ils étaient à 52% attendus, ils font 54. Enfin, ils ont tout éclaté, quoi, globalement. Il n'y a pas un truc où Ouais. ils sont pas en dessous. Et puis, bah, la guidance pour le trimestre prochain, ils attendent 52 milliards, à contre-estimé 46. Et tu vois ce que 52 j'avais en pour fait. le prochain trimestre. Les analystes prévoyaient, en gros, c'est un peu technique, hein, c'est Inception. Les analystes estimaient que pour ce trimestre-là, ils allaient annoncer des prévisions pour le prochain trimestre de 46 milliards. Je sais pas si tu vois un peu la gymnastique mentale. Ouais. Ça, c'est ce que les analystes attendaient, qu'ils allaient nous dire prochain trimestre, on fait 46 milliards. Et eux, ils ont dit, bah nous, prochain trimestre, on estime qu'on fera 52 milliards. Donc, Et souvent, 8 milliards de souvent plus. ils estiment moins Oui, haut, non? en sachant que 90% des grandes boîtes qui font des rapports financiers trimestriels comme ça, ils visent toujours dans le bas du panier. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus safe pour eux de dire, tu vois, si tu prends Ah une oui. fourchette 50-60, c'est beaucoup plus safe pour eux de dire on va faire 52 et puis de faire 58 que d'être honnête et dire ah nous on pense on fait 58 et tu fais 57,5 et tu te fais déglinguer parce que les marchés sont pas contents que tu aies fait moins bien que ce que tu as annoncé. Donc généralement, ils prévoient tout le temps plus bas. Tu prends Nvidia par exemple, j'avais vu la stat passer, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais de mémoire, je crois que ça fait 12 ou 13 trimestres de suite qui font mieux que leur propre estimation à eux. En sachant que leurs estimations à eux sont déjà supérieures aux estimations des analystes. C'est énorme. Donc ouais non là, Et le 60% que j'avais vu pour TSMC, c'est la marge d'exploitation. Et après, en marge nette, ils ont fait 55%. mais je sais pas si on se rend compte de ce que ça fait 55% de marge nette pour une boîte. Je rappelle, c'est
Enfin, c'est de l'indus, quoi. Tu vois, c'est pas un logiciel, tu vois, Microsoft qui te fait 52% de marge sur la suite Office, bon, ça me choque pas, hein, parce qu'une fois que tu as développé le produit, ça te coûte pas plus cher. Hein. Mais TSMC, enfin, c'est des usines, quoi. Enfin, littéralement, les mecs, ils envoient des milliards tous les trimestres pour construire des nouvelles usines. Et malgré ça, ils te font 50% de marge, les totaux. Net, hein. Ouais. Très bien si on arrivait à faire cette marge. Hein. Ah ouais, non. Rajoute une virgule chez nous et on y est. Ouais. Mais ouais, non, là, Moi, j'en ai franchement, une. TSMC et ASML, là, ils sont vraiment bluffants, les deux, les rapports. Surtout ASML, je trouve, parce que ASML, et en plus, le fait que ça soit un monopole absolu, je sais plus combien de pourcents de part de marché ils ont, mais c'est quelque chose comme 92, 95, quelque chose comme ça. Donc, Et le prix de l'action, il est trop cher. oui, bah après, ça, c'est le problème de ASML, c'est que quand tu vas acheter du ASML sur PEA, tu tousses un peu. C'est combien l'action sur ASML? Ça doit être autour de 1000. 1008, je crois. Ouais, j'allais dire 1006, 1007, mais fais voir, laisse-moi aller vérifier rapidement. Oui, Et puis, bah, c'est une action Hermès, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais comme sur PEA, tu peux pas faire de fractionné. Ah, 1006 là actuellement, ASML. Ah. Donc ouais, comme tu peux Mais pas c'est- faire de fractionné, ça pique. Ouais. Mais après, Mais bon c'est là, en pareil, plus, TSMC, là, ça s'est cassé la gueule, là, depuis hier. ouais, là, ça remonte Bah, un peu depuis du la coup. guerre, C'est un grand mot, mais ouais, Si, c'est si, pris 2-3%. en pré-market, elle a Non, 6, pris. Ouais, en pré-market, elle avait pris -5 à peu près. Et là, depuis que le Ouais. rapport est sorti, ça remonte tranquillement. Ok. Et comment ça se fait qu'il y ait ce genre de move avant les résultats financiers alors que Bah, parce que normalement tous les voyants sont ouverts, quoi. Bah parce que avant le rapport, généralement, t'as que des prévisions vraiment au doigt mouillé, quoi. Et t'en as soit t'en as qui peuvent réaliser leur profit juste avant, tu vois. Soit t'en as qui vont anticiper une baisse et du coup qui préfèrent vendre. Comme ça, après ça baisse et ils rachètent moins cher. Ouais. Et juste, bon bah il y a des fois, faut pas croire que le marché, ils ont raison 100% du temps. Hein. Un nombre de fois incalculable, ils se plantent. Hein. Donc il y a des fois, il y a juste pas de logique. Hein. Faut pas aller chercher à chaque fois à dire le raisonnement de pourquoi ça fait ça. Des fois, il n'y a pas de raisonnement. Hein. Bah, surtout si en plus t'as des milliers de totos qui font du trading sur le Ouais. sur les trucs. Après, c'est pas eux qui ont le plus d'impact, Non. je pense, hein, sur Bah, la fluctuation de d'une. toute façon, globalement, ce qui a le plus d'impact sur les entreprises comme ça, c'est les ETF. Hein. Alors surtout pour les Ouais. entreprises américaines, évidemment, parce que bon. Est-ce qu'il y en a un seul d'entre nous ici qui a pas un ETF avec des entreprises américaines dedans? Bah non. C'est tellement ça, là. C'est ça, la force US. C'est Bah, les eux USA dominent le monde. c'est le bagage que eux, les US, ils ont, le bagage financier. C'est que déjà, pour faire ta retraite, c'est par la bourse, c'est Capitalisation, par les ouais. investissements boursiers. Donc déjà, eux, Ils sont obligés. depuis qu'ils commencent à travailler depuis 18 ans, ou c'est 21 ans là-bas quand t'es adulte, je sais plus, 21. tu commences, t'es obligé d'investir en bourse pour capitaliser pour ta retraite. Mm. Donc déjà, le bagage financier, imagine ce qu'ils ont déjà par rapport à un Français qui n'a pas cette mentalité. Et c'est pour ça que le gouvernement américain, à chaque fois, a tout intérêt à ce que la bourse continue de monter parce que bah, sinon, les mecs, ils sont dans les rues en mode bah, on peut plus vivre, nous, en fait. Autant en France, tu vois, que le CAC 40 perde 20%, personne va bouger. Hein. Aux US, le SP500 perd 20%, les mecs, ils sont dans la rue à faire des grèves et des manifs. Hein. Alors que Ah nous, oui. nous, on fait des manifs quand le prix du Ricard augmente de 30 centimes, tu vois. Par contre, ça me paraît quand même fou cette retraite Par capitalisation boursière. Ouais. C'est dingue, frère. T'imagines? C'est-à-dire que le SP500 il baisse, mais tous les Américains sont dans la merde. Tous Bah oui, hein. les Américains. Et Bah, c'est ça qui fait aussi la force du marché, j'imagine. Bah, c'est pour ça que quand tu regardes toutes les grandes crises financières récentes qu'il y a eu, bah, en fait, à chaque fois, ça a entraîné une crise économique derrière parce que bah, juste les mecs peuvent plus vivre. Quoi. Surtout quand tu es aux États-Unis et que dès que tu chopes un rhume, tu t'es endetté à vie parce que tu as eu le malheur d'avoir besoin de prendre 3 picouzes et c'est ah, tiens, il y en a pour 150 000 balles. Donc ouais, la bourse, ça régit la vie des Américains. Donc, bah, t'es Mais le obligé. pire, c'est que j'avais vu, là, vu que nous, on est sur le système des retraites à répartition, par répartition, le pire, c'est qu'il y a eu une loi qui était passée, qui avait été votée, qui avait été passée, pour qu'on fasse un mix entre retraite par répartition et retraite par capitalisation, en fait. Ouais. Et en fait, cette loi, elle était passée, je sais plus sous quel gouvernement Mais c'était vieux. passé.
Non, c'était dans le vieux, parce que je commence à vieillir aussi, quoi. Non, mais 2010 ou 80, quoi. Non, dans les années 90-2000, un truc comme ça. Ouais. Ce projet de loi a été passé, et en fait, c'est en 2002 où, en fait, vu qu'elle a jamais été appliquée, parce que ça plaisait pas aux personnes, au gouvernement actuel et tout, enfin, les gouvernements de l'époque, ils l'ont laissé crever comme ça, et à la fin, elle a été abrogée en 2002. Pour dire non, en fait ça a jamais existé, en fait la porte de sortie du système français, parce que même déjà je crois que c'est à partir de Gaulle, si je dis pas de conneries, ou de Mitterrand, Quoi donc il savait que les retraites par répartition, c'était ça allait droit dans le mur, mais ça allait. C'est Mitterrand, parce que c'est Mitterrand qui a mis. Alors, il me semble, mais il me semble que j'avais vu des interviews où c'est Mitterrand qui avait mis en place le système de retraite par répartition. Et où les interviews sont encore dispo, je crois, sur internet, c'est possible de les retrouver, où le mec te lâchait en interview sur le TF1 de l'époque, qui s'appelait Antenne 1 ou Antenne 2, je sais plus. Le mec te lâchait au calme devant la France entière. Alors voilà, on va mettre ce nouveau système de retraite en place. Alors là, nous, très bien. Par contre, dans 40 ans, ça marchera plus parce qu'il n'y aura plus assez de population. Et là, Mitterrand regarde la journaliste et il dit: ça sera le problème de mes successeurs. Ah ouais, bien joué, mon grand. Oui, bah oui. Et puis nous, on est 40 ans après, puis les successeurs, ils disent: bah non, ça marchera bien, on comprend pas le problème. Si tu regardes les dates que Thomas a données, si elles sont véridiques, en fait, on a très bien compris pourquoi ça n'a pas fonctionné, cette retraite par capitalisation. Enfin, que ça s'est pas mis en place. Si ça a été vraiment voté en 2000, il y a eu quoi en 2000? Il y a eu la crise Internet, frère. Gros, ils ont mis en place cette loi. La bourse, elle a chuté de je sais pas combien de pourcents. Ils se sont dit: oh là là, on y va pas. Marche arrière. Qu'est-ce qu'on a dit, les gars? Non. 2002. Allez hop, on abroge. C'est pas nous. Faudrait que je retrouve, mais je sais que c'est 2002 où ça a été abrogé. Ouais. Après, quand est-ce qu'elle a été si le vote c'était en 2000, c'est sûr et certain. La crise de la bulle Internet, c'est 2001, donc. C'est ce qui s'est passé, gros. C'est sûr et certain. Les mecs, ils se sont dit: oh putain, ce qu'on a dit, la merde. Oh bah les gars, faut annuler ça. Donc j'ai revérifié rapidement, non, j'ai dit des conneries. Hein. C'est bien en 45 que le système de retraite a été mis en place en France. C'est juste que Mitterrand, il a abaissé l'âge légal. Oui, c'était 60, hein. Il est pas repassé à 60. C'était 65, il est passé à 62. Et du coup, forcément, si toute la population française finit en retraite 3 ans avant, t'as besoin de beaucoup plus de capitaux pour les payer, tous ces gens. Et puis c'est là que Mitterrand te lâche dans le plus grand des calmes. Bah ouais, ça marchera pas. Pas mon problème. On recrute si tu veux, nous on a la même mentalité dans notre boîte. Jamais t'es intéressé. C'est là que ça concorde, tu vois. Du coup, si ça a été mis en place en 45, ensuite ça s'enchaîne avec les 30 Glorieuses. Donc les mecs, ils se sont fait ralasse, tu vois. Mitterrand qui te dit en 80, ouais, ça va marcher 40 ans et après on va avoir des problèmes. Bon on est 45 ans après, les problèmes sont là, les gars. On bouge le gars, il avait quel âge quand ça s'est passé, Mitterrand? Oh il était plutôt jeune, hein, parce que je sais pas quel âge il avait exactement, mais il avait déjà la bonne 50-60aine, je pense, donc il savait qu'il serait claqué. Et il a ralassé tous ses potes. Il a dit: les gars, vous inquiétez pas, j'arrive au pouvoir, je vous mets bien, les gars. Voilà, il est né en 1916, donc en 80, il avait 60 et quelques. 66 ans. Ouais, 65. Il avait entre 60 et 75, quoi. Donc oui, lui, il était en mode moi je serais claqué depuis 20 piges, les gars, c'est pas ma guerre. Hein. C'est plus mon problème, il a dit: moi les gars, vous êtes mes potes, je vous mets bien, les gars. Moi, président des Français, je vais ralasse ma génération. Après, les autres se démerdent. Et puis les autres, c'est nous. Et puis nous, on mange des pâtes et on est obligé d'investir en bourse parce qu'on n'aura pas d'argent à la retraite, quoi. Vous pensez quoi? Non, parce qu'on n'aura pas de retraite. Ah, c'est ça. C'était en 97. Quoi donc? C'est la loi, et c'est pour ça que ça m'a fait tiquer, parce que c'est la loi s'appelait la loi Thomas. Et elle a été, appliquée en 4. Ouais, c'est pour ça qu'on l'a pas fait. Et en fait, elle a été mise en 97 avec, je crois, c'est le gouvernement de Michel Rocard. Et son abandon en 2003 avec la loi Fillon, puis en 2019 avec la loi Pacte. Allez, comme ça, c'est fini. Et là, je vais passer à un autre sujet. Vrai débat.
Oula. On va dire que Lucas, il est dans la même génération que nous, on peut dire maintenant. Non. Est-ce que vous pensez... Non, mais si, parce qu'on va prendre une time-lapse assez grande. Est-ce que vous pensez que l'âge à laquelle on arrivait dans ce monde, on va dire, est-ce que vous pensez que c'est une bonne période en tant que jeune de 20-30 ans, la période dans laquelle on est, ou est-ce que c'est mieux pour certains? Faut prendre, on va dire, depuis 1900, tu vois. Depuis 1900, est-ce que on est combien sur 10, tu vois? Genre, parce que si t'as 25 ans et que t'es en 43, je pense qu'il a pas passé une bonne Tu parles vraiment que de la jeunesse, ou tu pars du principe que tu vois, à la fin de ta vie, tu fais le calcul et est-ce qu'on a eu, tu vois, est-ce qu'à la fin de notre vie, on se dira on a eu une des générations les plus chanceuses? Ou est-ce que tu parles vraiment que de là des années qu'on a déjà vécues, quoi? Non, je pense. C'est pas la même chose du coup. On peut faire les deux en vrai, et je pense que le résultat sera sensiblement le même. Ah, je te garantis que non. Je pense que la meilleure jeunesse, moi, c'était dans les années 80, 70, 90, un truc comme ça. Les gens nés 70-80, je pense, tu vois. C'est pour ça que je pense qu'en fait, non, t'as raison, Diane, faut prendre dans sa globalité. Parce non, que, on fait que la jeunesse d'abord. Genre, en gros, aller jusqu'à 30 ans, on va dire, de 0 à 30 ans. Quelle génération a eu la meilleure vie de 0 à 30 ans? Et après, on fera vraiment vie globale pour voir. Ok. Vas-y, Thomas, Lucas, vous et quand on dit vie, c'est dans sa globalité. Hein, oui. On parle de pas forcément que investissement, tu vois, c'est vie dans sa globalité, quoi. C'est vraiment. Moi, je pense que ouais, c'est la partie jeunesse, c'est vraiment à partir des années 80, 70, 80. Ouais. Ceux qui sont nés dans les années 70, 80. Parce que c'est là où tu as eu toute la période où il y avait au niveau de toutes les règles sociales et tout, tous les carcans sautaient. Ouais. Étaient en train de sauter et tout. Donc en fait, toi, tu as grandi dans des mouvements sociaux, des choses comme ça. Et avec cette mentalité-là, c'est là où il y a toute la base qui est maintenant retraitée ou pré-retraite de maintenant, où en gros ils ont eu tous les développements liés à l'informatique, à Internet aussi. Donc avec un meilleur niveau de vie, un développement des services, un confort, même au niveau géopolitique, des trucs comme ça. Hein. Je parle pour les Occidents, les Occidentaux. Hein. Ouais. Je parle pas pour les autres continents, parce que je peux pas. On parle de notre situation à nous, quoi. Ouais, voilà. Mais je pense que c'est vraiment la meilleure période entre 1900 et maintenant. Je pense que nous, on arrive dans la période où on voit, on parlait juste avant des retraites par répartition, on arrive à la fin du système, mais la fin des haricots, où on va tous devoir, où ça va être la grosse douche froide pour tout le monde, et on va devoir de nouveau se réinventer, et je pense que c'est le bon pivot à faire le plus rapidement possible. Mais ouais, non. Si je mets une note sur 10 pour nous, notre jeunesse et même la jeunesse de Lucas, hein, c'est on est un bon 4 sur 10 ou 5 sur 10, tu vois, pas plus. Ouais, seulement. Ah ouais, seulement. J'aurais mis un peu plus quand même. Non, t'es dur, frérot. En fait, le problème, Lucas, tu donneras ton avis après. Ouais, je finis là-dessus, c'est qu'il y a une abondance de choses qui existent maintenant, qui n'existaient pas certes avant, mais en fait, pour moi, ça reste que de la poudre aux yeux, c'est du divertissement, c'est du gadget, c'est des choses comme ça. Mais on est toujours sur les fondamentaux qui nous manquent, comme on parlait sur l'éducation financière qui nous manque, sur les niveaux de services, alors qu'on est un des pays les plus taxés, les plus ponctionnés et tout, sur notre valeur créée et tout, on arrive quand même à avoir des services publics qui est de pire en pire, alors qu'avant c'était Byzance, quoi. Ouais. Enfin, c'est qu'en fait on arrive à la fin du système de c'est pour ça que maintenant on appelle ça limite un système communiste, parce que on se fait ponctionner de plus en plus, mais on a de moins en moins le retour sur investissement en fait de cette. Oui, mais ça impactera plus notre fin de vie que là nos 30 premières années de vie, tu vois. Mais on le voit déjà. Oui, tu le vois déjà, mais je veux dire, c'est pas le fait de savoir que quand tu auras 60 piges, la retraite, ça va être galère, c'est pas ça qui t'a empêché de profiter de tes années de jeunesse, tu vois.
Alors C'est que ça. En si tu fait, prends là, je l'exemple pense de, que. si tu prends, pardon Romain, je t'interromps, si tu prends l'exemple de Non, Romain de juste vas-y, avant, de dire que les mecs qui avaient 20 piges en 1939, tu vois, leur jeunesse, ils en ont pas profité de fou. Ah Tu bah non, non, Ouais, du c'est tout, ça. du tout. C'est pour ça que je pense que tu as mis ta note que en fonction du Ouais. point de vue financier. Et il faut plutôt prendre le truc global parce que moi, honnêtement, ma vingtaine, trentaine, bon, après, je suis dans une période où, quand j'avais 25 ans, je me suis écouté, j'avais le besoin de partir. Je suis parti en Belgique, etc. J'ai besoin de vivre une grande ville. Mais même en dehors de ça, euh, mes 20, 30 ans, quelle période de fou, gros. Moi, honnêtement, je crois que je mets un 8,5 sur 10 hein, sur la jeunesse qu'on a vécue Le parce que maxeur originel, il est là. non, Ouais, je suis non, d'accord avec lui. non, Voilà. si tu Vas-y prends, Lucas, prends la parole Lucas. non, mais si tu compares, parce qu'en fait, faut pas, oui, on regarde avec notre vision ce qu'on a connu, donc c'est-à-dire quand même beaucoup de chance, blanc, européen, en Mm. France, tu vois. Si tu as une vie un peu plus difficile dans un pays en guerre, dans un pays où il y a une dictature ou autre, déjà, Ouais. en plus, c'est quoi dire aussi, mais en tant qu'homme aussi, tu vois, on n'a pas toutes les problèmes que les femmes peuvent avoir, etc. Non, c'est pour ça que je dis, moi, ma jeunesse, gros, moi, c'est un. Allez, j'ai peut-être été gros 8 sur 10. Vas-y Honnêtement, 8 sur 10. Lucas, à toi l'honneur, vas-y, dis-nous ce que t'en penses. Moi, tu vois, là, pour moi, la meilleure génération, c'est 90-2000. Genre fin 90, début 2000. Bah, Naissance fin 90-2000, tu veux dire? ouais, ouais, c'est ça. Donc En gros. Thomas, Romain et moi quoi. Ouais, et un peu Oui. moins, quoi. Thomas, bah non, parce Ouais, que toi t'es un peu bah après. 90, moi. En fait, moi je trouve que bon, je laisse Toi, t'es Lucas début finir. 90. Et Thomas, toi, non? C'est ça? Thomas il est Moi, 93. je suis de 90, moi. Hein? Bah oui. Ah oui merde, non pardon oui. Le calcul était Voilà. pas bon dans ma tête, pardon. Mais Et- du coup, en gros, pour moi, c'est la meilleure génération parce que c'est là où tu avais toutes les avancées technologiques ou autres. T'avais pas besoin d'avoir beaucoup d'argent ou autre. Tu vois, quand tu étais en 70-80, enfin, si t'es né en 70-80, t'avais besoin quand même pour te former ou autre. Bah, l'école, déjà, c'était pas la même qu'aujourd'hui. T'apprenais pas les mêmes choses. T'apprenais pas la vie socialement pareil. Ok, bah là, à l'heure actuelle, on voit qu'on a Ah, des difficultés parce que, bah voilà, il y a certains problèmes. Mais sinon, moi je trouve que là, moi, ma jeunesse, je l'ai vécue pleinement et comme je la voulais. Tu vois, il n'y a rien qui va me dire non, moi j'ai pas vécu ma jeunesse comme je voulais pas la vivre. Alors que bah peut-être que en 70-80, bah j'aurais pas eu l'ordinateur, j'aurais pas eu toutes les technologies enfin, avec lesquelles j'ai vécu. Et voilà, et puis je me dis, bah, j'ai appris quand même énormément de choses grâce à ça, et on le voit encore grâce à l'IA maintenant. Bah, les jeunes d'aujourd'hui, ok, bon, peut-être qu'ils vont plus rien apprendre, mais au moins ils ont toutes sortes de technologies autour d'eux et qui peuvent leur servir. Et moi je pense que ouais, c'est, on va dire à partir jusqu'à 30 ans, je pense que ouais, c'est la meilleure génération, fin 90, début 2000, entre 95 et 2005. Et donc toi, alors toi, il se trouve que t'as pas encore les 30 ans, donc c'est un peu compliqué de juger, mais si tu devais noter, toi, tes 30 premières années de vie sur 10. En vrai, je dirais 8 et demi. Ouais, 8. Ah, entre, ouais, 8, ouais, 7, allez. Entre 7 et demi et 8 et demi. Ouais, bon, allez, un petit 8, quoi. Donc comme Romain, les quoi, en gars, gros. je me permets, il y a ma sœur qui est revenue de sa balade. Je vais vous laisser, moi, du coup. Vu Ouais, qu'elle est venue me voir à Bruxelles, je vais profiter. ça marche. Juste avant de conclure, parce que j'ai pas donné pour moi la meilleure génération, je vais le faire vite fait. Vas-y. Pour moi, le mieux, je pense, c'est d'être né en 50. Ça fait. Écoute, tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi. 5 ans après la guerre, t'as 20 ans, t'es Oui, dans les années 60, t'es t'es dans dans les les 30 années glorieuses. 65-70, t'es en plein milieu des 30 glorieuses. C'est le monde des bisounours, on veut la paix partout et c'est ce qui se passe. En tant qu'occidentaux, encore une fois, Mm. je parle de notre histoire, pas de celle que je connais pas, donc je parle de l'histoire française. Les 30 glorieuses pour nous. Tes parents, ils ont eu une vie difficile, mais ils te donnent tout l'amour qu'ils ont parce qu'ils ont connu la guerre, ils savent ce que c'est. Et ils rentrent dans une période où c'est l'abondance en termes de travail, où tout est en train de se construire. Ils achetaient leur maison, une bouchée de pain. Et en fait, t'as 50 ans dans les années 2000. Et en fait, t'as vécu pendant 50 ans les 30 glorieuses. T'as vécu une vie de fou. C'est horrible ce que je vais dire, mais tes parents, ils décèdent dans les années 2000, 2010. Ils ont acheté leur maison, une bouchée de pain. Tu reçois un héritage, mon frère. T'es refait. Et en plus de ça, tu fais des enfants dans les années 2000
ou un peu plus tôt, parce que du coup, tu auras déjà 50 ans, tu fais tes enfants des années 1990, et tes enfants vivent dans un monde, ok, il y a des trucs un peu casse-couilles, mais dans un monde qui est plutôt grave correct. Donc je pense qu'en termes d'accomplissement et en prenant en compte tout ça, les années 50, c'était une bonne chose d'être né à ce moment-là. Je verrai la suite de la vidéo. Je verrai ta réponse, Dylan, parce que tu n'es pas convaincu, donc tu nous donneras ta réponse. Je te le dis en très rapide, mais alors moi, ça va être une fenêtre très très courte. Pour moi, la meilleure génération, globalement, c'est ceux nés entre 85 et 90, on va dire. Ok, donc comme Toto. Bah, Thomas, comme Lucas, pardon. Non, Lucas, il a dit 90-2000. Moi déjà, je trouve que ça se ressemble. Moi, tu vois, Thomas, je trouve qu'il est pile à la limite. Parce que pour moi, vraiment, en fait, l'avantage de cette génération, c'est que, bon, je suis désolé, moi, je suis un vieux connard, hein, mais il y a un truc qui me rend toujours triste. C'est quand tu regardes des concerts ou des événements ou des trucs et que tu vois tous les mecs sur le téléphone comme ça en train de filmer et personne qui profite. Je suis un de mes gars. Mais ça, c'est leur problème. Si toi, tu profites de la vie, ça, c'est leur problème, tu vois. Oui, mais en fait, tu vois, nous, on n'a pas connu cette génération. La génération qu'on voit dans les films. La génération qu'on voit dans les films où les mecs ils prennent les BMX et ils vont chez le pote d'à côté. On n'a jamais connu, nous, ça. J'ai vu plein d'interviews. J'ai vu plein d'interviews où voilà, tout le monde critique ça, les gens qui sont sur leur téléphone. Je suis totalement d'accord avec toi, mais regarde les photos du métro de Paris dans les années 40, 50, 60. Eh bien, les gens, ils sont pas sur leur téléphone. Oui, ils sont sur le journal. C'est la même chose. Oui, mais sur le journal uniquement. Je suis d'accord. Le mec en concert à l'époque d'Edith Piaf, il était pas là avec le journal devant la tronche. Mais c'est ça que je vais te dire après. Tu vois, c'est ça t'as des souvenirs, mais tu profites pas du moment. On les regarde jamais. Non, je suis d'accord avec Dylan, frérot. Non, si t'es sur ton téléphone, tu profiteras. Moi, ma mère ou mes parents ou même mon grand-père, ils m'engueulaient tout le temps. Ouais, tu prends pas de photos et tout. Mais en fait, je vais pas être sur mon téléphone à prendre des photos de mon voyage tout le temps, tu vois. Ou comme l'a dit Dylan quand il est parti au Japon, t'as tes petites les Meta-Ray-Ban, mon grand. La révolution de demain. J'avoue, t'es pas avec ton téléphone et tu profites autant du paysage que tu vas pouvoir faire profiter tes proches. Mais sinon, je suis d'accord avec toi, voir les gens au concert. Ils sont tous avec leur téléphone. Je suis là, les gars. Profitez. Toutes les fêtes, 14 juillet, fête de la musique, enfin tout. Et tu vois, moi, il y a un truc. C'était un plaisir, les gars. À plus, Romain, ciao. Ciao. Merci pour l'appel, les gars. C'était cool. Moi, pour revenir un peu, pour revenir sur ce que j'ai dit, je trouve que la génération 85-90, c'est vraiment la meilleure, parce que Thomas, il est un poil juste. Je pense, 1 ou 2 ans avant, t'aurais été bien. Mais parce qu'en fait, cette génération-là, en fait, ils ont connu la transition à tout ce qui est électronique, informatique, etc. Donc en fait, ils ont vraiment eu ma jeunesse rêvée, c'est-à-dire vraiment la jeunesse que tu vois dans les films ou la jeunesse Stranger Things, tu vois. Genre, les mecs qui sont en BMX, en bande de potes, ou les jeunesses, genre des séries comme Friends, tu vois, les mecs qui sont tout le temps ensemble, t'es avec ta bande de potes. Les jeunesses où tu passes ta vie avec ta bande de potes. Tu passes des après-midi avec tes potes, soit à faire, moi je parle de vécu là, c'est à faire des JDR dans le quartier de mon village, à s'imaginer que les champs en bas c'est des plaines, que certains quartiers c'est les enfers, les trucs comme ça. On se retrouve à jouer à plusieurs sur les consoles, les premières LAN, les trucs comme ça. Ouais, je pense que c'est vraiment l'IMAX, on va dire, de ce qu'a pu se faire on va dire, dans le confort de vie. C'est pour ça que moi je disais le fait de vivre, de naître à 70 dans les années 70-80. Mais en fait, je suis d'accord avec toi, Dylan, que 80-90 c'est bien parce que tu peux profiter maintenant des technologies sans être complètement largué, ouais. Sans être complètement largué et tout. Mais tu vois, moi, il y a des trucs que j'aurais aimé peut-être plus profiter si j'étais né un peu plus tôt, tu vois. Ouais. Et il y a des trucs, voilà. C'est pour ça que je te dis, certains... tu vois, en 85-90, parce que t'as pu profiter de vraiment la jeunesse, on va dire, moins de 18 ans, avec les potes, machin, etc. Et après, les 85-90, la période où ils ont commencé à avoir 18, 20, 25, c'est la génération où tu as commencé à avoir le Minitel, le Walkman, les caméscopes, les trucs comme ça. Et du coup, ils profitaient encore. Tu vois, on en voit souvent passer sur YouTube des vidéos de les mecs qui se filment au caméscope le jour de leur remise de diplôme aux US, et où tu vois les mecs sont comme des fous. Genre, il y a un mec qui te filme avec un caméscope, ils sont obligés de faire des grimaces, des trucs, parce que ils ont pas l'habitude, quoi. Et du coup, moi, je trouve que c'est vraiment la génération parfaite pour profiter de tes 30 premières années, parce que t'as l'entre-deux. T'as les 15 premières vraiment dans les rues à faire des conneries avec les potes, et les 15 suivantes où t'es quand même à peu près à jour niveau techno.
le problème de notre génération à nous, à Romain et moi, qui sommes nés... le retour. Du coup, ouais, je disais, le problème de le problème de notre génération à moi et Romain qui sommes nés fin 90 et Lucas un peu dans une moindre mesure, mais moi je trouve que Lucas c'est encore pire, c'est qu'en fait Romain et moi on a quand même pu avoir un peu ce petit goût de jeunesse où tu vois moi je l'ai fait de faire des cabanes dans le parc d'à côté avec des potes ou de faire des sorties, des trucs comme ça, mais pas longtemps en fait parce que quand on a commencé à avoir 15, 16, 17 piges, bah tu commençais à avoir les premiers smartphones, les consoles, tu passais ta vie sur la console. Romain et moi, on se connaît depuis qu'on a 2 ans. On a passé toute notre adolescence ensemble, passé 15-16 piges. On a passé plus de temps à jouer ensemble sur le PC qu'à se voir en vrai. Tu vois. Et moi, je trouve ça triste. Je trouve ça super triste, en fait. Donc, si je devais noter notre génération à nous, et c'est pour ça que moi, je fais vraiment des fenêtres courtes, tu vois. Parce que pour moi, la génération 85-90, c'est un solide 10 sur 10. Thomas, qui est né 90, c'est plus dans les 9. La génération de Romain et moi, on est plus dans les 7, 7,5. Parce que je trouve qu'il y a ce côté cruel de, tu vois, on t'a dit, t'as vu ça, t'aurais pu l'avoir là, c'est incroyable, hein. Non, bah tiens, ouais, c'est ça, à quelques années. Et la génération de Lucas, c'est encore pire, je trouve, parce que t'as à peine eu le temps. Ah ouais, t'as à peine eu le temps de connaître, gars. Parce que toi, t'es né en 2004, donc en gros, on va dire que ta jeunesse, c'est-à-dire de tes 8 à tes 15 piges, bah on était déjà 2010-2015, il y avait déjà des iPhones et des PS3 et donc t'as jamais eu. C'est pas pour ça que tu vois, genre on se voyait pas à l'extérieur non plus, tu vois. Genre tout ce qui était City Stade ou autre, tu vois, ça existait pas à votre époque. Enfin, bah bien sûr que si, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Il nous voit comme si on était né en 1928, le frérot. Bien sûr que si, on avait des sites. Je pense que les mêmes City Stade que nous on a à l'heure actuelle, tu vois. C'est qu'on a le côté nostalgique aussi. Moi, je sais que, tu vois, dès que je repense à tous les moments que j'ai passés, tu vois, chez les potes, arrivé en début d'après-midi, t'étais fou max, parce que tu savais que t'allais passer ta journée, limite, tu dormais chez ton pote, parce que t'avais prévu de te faire le Devil May Cry qui était sorti, ou le Dynasty Warrior, tu vois, et au final, le jeu, t'y ponçais peut-être 2-3 heures. Tu te faisais toper par les darons en disant bah allez maintenant vous sortez, il fait beau. Ouais, c'est ça. et puis après tu vas passer ton après-midi dehors et tout machin. Je pense qu'on a tous à peu près le même chemin de vie vu qu'on est quand même sur à peu près les mêmes périodes. Mais il y a un détail qui marque. Je parle entre Lucas et moi. C'est que Lucas, toi, t'es arrivé dans la période où tout le développement technologique, Internet et tout, c'était déjà ancré. En fait, pour toi, c'était acquis, tu vois. Alors Lucas, il a jamais connu un monde sans Internet. Toi, est-ce que tu as déjà entendu, là, c'est le boomer qui parle, est-ce que tu as déjà entendu le bruit d'un modem 56K? En vrai, je veux dire. Tu sais, c'est parce que c'est un modem 56K. Ou un Minitel, tu vois. Tu vois, c'est le genre de truc. En fait, quand tu te dis qu'avant Internet, ton modem, il était à 56K de connexion, et que maintenant on est sur des gigas, et ça, c'est vraiment pour le commun des mortels, tu vois. C'est tout le monde, quoi. Et c'est ça, en fait, vraiment le petit IMAX qu'on peut avoir dans les années 80-90, quoi. Ouais, je suis d'accord. Nous, on n'avait pas de Tinder, d'accord? On avait MSN, mon gars. On envoyait des whiz pour choper des meufs. Des whiz ou les patates, là, je sais plus quoi, là. Et sinon, les gars, au niveau des résultats financiers, vous en pensez quoi? Parce que... Bon, c'est pas grave. Ouais, on est parti, on y va, on assume. Mais j'ai bien aimé cette question-là. Mais ouais, non, moi je reste convaincu que... Mais là, on a parlé de la jeunesse, mais pour moi, en termes de vie, pour moi, la meilleure période, c'est 70-80. Alors déjà, moi je vais dire un truc simple, je pense qu'en termes de vie complète, on va être une des pires générations depuis la période des guerres. Parce que... les générations futures, ça sera encore pire. Je pense pas, parce qu'on va vraiment être la génération... Mais parce que nous, on va être la génération qui va se péter la gueule sur toutes les révolutions. Genre, les retraites. Tu vois, les retraites, nous, on va se bouffer des shitstorms dans tous les sens. Et pour les générations d'après, ça sera réglé. Ils connaîtront pas ça. Le problème, c'est que les retraites, franchement, on va... Non, mais même toutes les révolutions technologiques. Je pense que, franchement, je préférerais avoir la vie soit de quelqu'un qui est né vraiment, genre 2030, soit de quelqu'un qui est né 50. Et soit vraiment pas connaître du tout l'informatique, ou la connaître vraiment en fin de vie, et limite
en avoir rien à péter. Non, au contraire, je trouve ça trop bien de voir toute l'évolution quand t'as été le premier à le dire dans 20 ans quand tu vas aller chez Thomas et qu'il aura un robot en train de faire sa cuisine et tout. Dans 20 ans, ça va être ça le truc. Mais t'auras le premier robot qui va casser une assiette sur 2 quand il lavera la vaisselle. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Mais c'est trop bien, au contraire. Pour ça que nous, on est la génération qui a vécu, comme tu l'as dit, pas Internet, qui connaît Internet et qui va connaître aussi les révolutions incroyables, mec. Non, c'est une dinguerie, je trouve. On est soit trop tard, soit moi, trop tôt. Moi, je préfère l'époque de mes parents. Moi aussi. Mais en fait, je pense que c'est là-dessus, sur la fin de réflexion de Dylan, je suis plutôt d'accord. On est soit trop tard pour l'ancienne génération pour profiter de, soit trop tôt, soit trop tôt pour la nouvelle pour vraiment voir tous les résultats des. Pour moi, on n'est pas trop tôt. On peut pas être trop tôt. Tu dis que la meilleure génération, Lucas, c'est celle de nos parents. Nos parents, ils vivent. Leur vie a été construite sur une bonne vie. Peut-être pas nos parents, mais un peu avant. C'est de faire un travail, ramener la thune et terminer. Nous, on est dans une génération. Mais qu'est-ce qui dit que dans 50 ans, ça sera pas pareil? Prendre du temps pour soi, c'est quelque chose d'hyper centré dans nos vies maintenant. Tu vois, genre, tout le monde parle. Mais regarde là, mes parents, ils font ça. Enfin, après, moi, mes parents, ils sont entre 70 et 80. Je sais pas. Ah, mais ils ont 60 piges, donc là, ils commencent à profiter, ils ont 60 piges, ça veut dire. Oh, t'es bon, en 70. Mais ils profitaient déjà avant. En 80, moi, ça fait depuis 2000. Oui, bon. Ils ont 50, mais c'est pas grave. On dit rien. Mais tu vois, ils commencent à profiter depuis 5-6 ans. Et ça fait, tu vois, depuis qu'ils ont 40 ans, là, ils profitent et ils vont avoir 40 ans, peut-être 60 ans à profiter. Genre plus de leur moitié de vie. Mais moi, ils ont vécu des trucs qui étaient extraordinaires quand ils donc étaient tu l'as jeunes. dit. Tes parents, ils ont commencé à profiter depuis 5-6 ans. Moi, je considère que nous, on commence à profiter dès maintenant, en fait. Tu vois, je trouve qu'on a des conditions de vie qui restent. Ouais, on a des bonnes conditions de vie, mais on va choper toutes les réformes de merde, etc. Mais eux aussi, ils ont eu plein de réformes, les gars. On vit tous avec nos réformes et avec nos changements au sein de nos générations. Et je pense qu'on est une très bonne génération. Moi, j'aime beaucoup regarder. Alors là, je vais te faire un hors-sujet du turfu, tu l'as pas vu venir. J'aime beaucoup regarder sur YouTube les vidéos de. Alors, j'oublie le nom à chaque fois. C'est Lena, enfin les vidéos d'archives de. Lina. Ouais. Lina. Lina. J'adore regarder ces vidéos où tu vois les rapports, enfin les reportages télé des années 50, 60, 70 et de voir l'évolution. Et je suis désolé, quand tu regardes les reportages des années 50, 60, 70 et que tu regardes ceux de maintenant, bah, tu vois que les gens, ils étaient beaucoup plus heureux à l'époque. Hein. Et que ils avaient pas... Genre à l'époque, le problème, c'était putain chiant dans la voiture, maintenant, faut mettre une ceinture. Relou. Nous, nos problèmes, c'est... Nous, nos problèmes, c'est des gars, dans 30 ans, on n'a pas de retraite. Franchement, on n'a pas les mêmes problèmes, moi, je trouve. Hein. Donc, ouais, non. Moi, je reste persuadé qu'on est né soit à 20 ans trop tard, soit à 20 ans trop tôt. Pour moi, on peut pas être né trop tôt. Plus tard, ça sera que pire. Pour moi, je peux pas voir que ce sera mieux. Moi, je pense que la pire des pires générations, c'est ceux qui naissent entre 2015 et maintenant. Parce que eux, ils auront jamais connu l'époque, ils auront même pas connu une époque sans ChatGPT, gars. Tu vois, c'est déjà juste de se dire ça. Tu peux pas avoir pire génération que ceux qui sont nés en 1900. Non, mais oui, j'exclus évidemment ceux qui ont fait les guerres mondiales parce que c'est obvious as fuck. Oui, la pire génération, c'est ceux qui sont nés en 1910 et qui avaient 20 piges en 39. Oui, bon, d'accord. Et ou même 1900. En 1900, t'as 14 piges, t'as la première guerre mondiale. Et tu bouffes la deuxième. La deuxième. Et après, t'as passé le brevet pendant la première guerre mondiale, tu passes ton temps pendant la seconde. En 69, t'as le premier choc pétrolier et t'as plus de thunes. Voilà. Non, mais d'accord, sauf cette génération-là. Il y a aussi derrière. Hein, donc, non, mais pire génération. Non, mais oui, en fait, je sors celle-là de l'équation parce que pour moi, c'est évident, tu vois. Et puis, on est bien, mais trop informatisé. Et puis avant 1900, ça sert à rien de comparer parce que. Oui, il y a eu trop de révolutions depuis. Mais donc oui, sauf la génération en 1485, ils étaient bien. Je sais plus quelle vidéo j'avais regardé, la pire année de l'histoire de la planète Terre, et ça avait enchaîné des trucs de Zanzibar, c'était un truc de malade. Mais ouais. Mais du coup, oui, tu vois, si tu reprends la génération là qui est en train de naître actuellement ou qui est née, on va dire qu'il va commencer à avoir ses premiers souvenirs à l'âge de l'IA en fait, tu vois. Donc ouais, on va dire tout ce qui est né après 2020, on va dire. Mais en fait, les mecs qui vont naître, déjà, ils auront jamais connu une période sans ChatGPT. Déjà, moi, je trouve ça juste hallucinant. C'est-à-dire que genre pour eux, l'IA, ça sera normal, tu vois. Comme pour nous, le vélo, c'est normal, tu vois. Eux, ça sera l'IA.
Et en fait, ils seront quand même trop tôt pour avoir vraiment les révolutions, vraiment, genre, tu sais, aller coloniser l'espace. Les films de science-fiction, globalement, mais vraiment de vraies science-fiction, genre les iRobots, les intelligences artificielles, ce genre de trucs, ils seront trop tôt pour les avoir vécus. Mais on les verra jamais. Enfin, mais nous, c'est sûr qu'on les verra jamais. Puis même, ça arrivera jamais. Ce genre, mais t'en sais rien. Des films comme iRobot, moi je pense qu'il y a un monde où ça peut arriver dans pas si longtemps que ça. Hein. Sans parler de la révolution des machines, genre je parle pas de Terminator non plus, tu vois, mais. Alors moi je vois plus les gars comme dans tu sais là dans le film d'animation là avec le petit robot là. Wall-E. Ouais, Wall-E. Où on est dans une fusée toute gros, dans nos fauteuils Walmart avec le truc de Coca. Ça, parce que ça, tu vois, on a déjà le rétex, tu vois, là-dessus, où t'as les mecs qui sont dans le Walmart avec les trucs à roues, tu vois, il n'y a plus qu'à mettre un truc en suspension. Il n'y a plus qu'à le faire flotter, le caddie Walmart. Il n'y a plus qu'à le mettre en overcraft, et puis c'est bon, tu vois. La technologie, on l'a déjà plutôt pas mal, tu vois. Mais je pense qu'on arrive plus vers là, tout en restant sur la Terre. Mais la colonisation de l'espace, c'est ubuesque. Et ça demande trop d'énergie et mais surtout, qu'est-ce que ça va nous apporter? Moi, je m'en bats les couilles de la colonisation de l'espace. Mais non, mais puis surtout, tu peux pas demander à un être humain qui a été développé pour et par la vie sur Terre d'aller à un autre espace et qu'on va devoir terraformer, et même on pourra pas terraformer, mais faire des environnements vivables dans un environnement naturel qui est pas vivable pour l'homme, c'est impossible. La dépense d'énergie et de moyens pour ça, mais pour quelle raison? Bah si t'as plus assez de ressources sur Terre pour vivre. Ouais. Ah oui, mais tu vas les trouver où? Les planètes les plus proches, elles sont inatteignables. Et comme tu l'as dit, Dylan, pour trouver les ressources qu'on n'a plus, mais en fait, tu dois quand même comme l'a dit aussi Thomas, du coup, tu dois débourser tellement de ressources pour le faire qu'au final, en fait, c'est un système à une seule équation. Dans tous les cas, tu n'as plus de ressources, et dans tous les cas, tu peux pas en créer suffisamment pour. Puis surtout, les gars. Vas-y, on vit que 100 ans, gros, on s'en bat les couilles, c'est pas notre problème comme le dirait Mitterrand. Oui, mais je pense que ça va être ça le titre de la vidéo, c'est pas notre problème. C'est pas ma guerre. C'est vrai, voilà. Et là, on s'assoit à la table, les gars, on est comme Mitterrand, on s'en branle. Là, il faut penser à comment on va ralacer notre génération. C'est pas notre problème à nous. Mais si tu prends la génération qui va naître genre en 2050, tu sais absolument, enfin, c'est inimaginable le monde qu'ils vont vivre. C'est impossible de savoir ce qu'ils vont vivre comme monde. Mais tu crois alors que là, on peut pas, ça sert à rien qu'on parle du futur. Là, on parlait quelle était la meilleure génération. Oui, mais on disait sur la vie totale. Moi, je reste persuadé que sur la vie totale, on va être hors Grande Guerre, on va être une des pires générations. Oui, je suis d'accord. Voire la pire. Bah non, à part hors Grande Guerre. Oui. T'es sidéré, Romain. Tu as des vieux aigris de la vie. D'être trop pessimiste sur ce coup. Parce que moi, je suis quelqu'un de très pessimiste et aigri. Tu dirais quoi, toi, alors? Comme j'ai dit depuis le début, qu'on est dans une génération de fous, gros. C'est trop bien. Non, mais la pire génération, tu dirais quoi? Hors la Grande Guerre, évidemment. Bah, du coup, moi, comme j'ai dit, 1900. Après, malheureusement. Il y a les guerres à part la guerre. Je lui dis 3 fois, sauf ceux qui ont fait la guerre, il dit ceux qui ont fait les deux. Oui, comme on a dit, avant 1900, ça compte pas parce qu'il y a eu trop de révolutions avant. 1900, ça pue. 1910, ça pue. 1920, pareil. Oui, mais en gros, 1930, 40, 50. Entre 1950 et maintenant. De 1950. Entre 50 et nous. On est la pire. Non. Entre 50 et nous. Et tu dirais quoi alors? Le futur peut être pire, mais je sais pas. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, la meilleure génération, c'est soit 1950. Non, mais la pire. La pire, entre 50 et maintenant, peut-être être né dans les années 70, du coup. Parce que du coup, tout le monde a vécu les 30 Glorieuses. À 10 ans, c'est la fin des 30 Glorieuses, c'est la fin de la joie, c'est les premières merdes qui arrivent, avec les chocs pétroliers, avec la bulle Internet. Oui, mais en plus, Internet, non, mais cette génération-là, il y a aussi le rejet de quand Internet est arrivé. Tu vois, ils comprennent pas. C'est un peu la génération de nos darons. Ça, je suis d'accord, par contre, ouais. Donc, non, je pense que c'est l'une des pires, du coup, 65, 70. Ça aussi. Oui, mais quand même. La génération de nos darons, c'est pas naturel pour eux, tu vois. Faut faire l'effort d'eux. Contrairement à nous. Oui. Donc, entre 65 et 70, et c'est pour ça que, par contre, la nôtre,
Notre génération, donc du coup 90-95, je vais la mettre. Elle rentre dans le top 3 facile. Parce que pour moi, le meilleur, comme j'ai dit, c'est 1950, pour tout ce que j'ai expliqué. Ouais, top 2 en vrai. Top 2 ou top 1. Et les deux, entre 50 et notre Mais génération, sur toute notre espérance de vie, là, tu parles? Ou juste sur la jeunesse? Ouais, clairement, sur toute notre espérance de vie. On vit une vie de fou, en vrai, Dylan. Franchement, comme j'ai dit, on n'a pas connu Internet, on a connu cette vie sur Internet, on est en train de connaître Internet, on va connaître des révolutions qui restent des révolutions incroyables. On est dans une génération où, normalement, je touche du bois, mais on ne devrait pas être dans une génération qui va vivre la guerre. Sur le plan, s'écouter, on prend du temps pour nous, on va voir nos parents mourir dans des conditions décentes. Qui vont vivre assez longtemps. Tu vois, tous nos proches ont plus d'espérance de vie. Non, je trouve qu'on est dans une génération où, franchement, il n'y a pas trop de problèmes, tu vois. Là, tu dis top 2 des meilleurs, moi je dirais top 2 des pires, tu vois. Ouais, top 3. top 3, on va dire. Et pour moi, la pire génération, c'est celle qui est née depuis 2010. Ouais, c'est ce que j'ai dit. J'en suis convaincu de ça. Eh ben, tu sais quoi, on va... Après 2010, ça pourrait être que pire. 2015, on va dire. Parce que 2010, en fait, la génération 2010, c'est en termes technologiques ce que nous on est par rapport au début de Internet, tu vois. La génération 2010, ils ont quand même connu une période sans IA, sans révolution monstrueuse. Donc toi... Ouais, mais t'avais 10 ans, quoi, enfin, quand t'avais pas d'IA. Tu vois? Quand il n'y avait pas d'IA, t'avais 10 ans. Là, ils ont 16 ans, on va dire, les plus grands. Ouais, mais tu vois, ils ont pu faire un début de jeunesse. En fait, je trouve que ceux nés en 2010, ils ont fait une jeunesse plus proche de la tienne que ceux qui sont nés en 2015, où là, vraiment, leur jeunesse, elle est complètement différente, tu vois. Et ceux qui vont naître maintenant, Dylan, tu penses qu'ils vont avoir quoi comme vie? Bah, c'est le même principe que... En fait, pour moi, que tu naisses en 2015 ou maintenant, c'est à peu près la même chose, hein. Parce qu'en fait, tes premiers vrais souvenirs, t'auras toujours été bercé dans l'informatique, l'IA. Alors bon, 2015 peut-être pas, parce que là ils ont 11 piges, donc l'IA c'est encore un peu vague pour le moment, mais moi je pense qu'eux ils vont avoir une vie atroce. Hein. Parce que... Mais tu vois, le seul point positif des dernières générations, on va dire, c'est que maintenant on parle ouvertement de tout ce qui est argent, etc. Ouais. C'est le seul point de vue, c'est un des seuls points positifs. Ouais. Je sais pas. Parce que à l'heure actuelle, parler d'argent, dis à tes parents, ouais, bah on parle d'argent. Non, ils parleront jamais d'argent. Ouais, ça c'est clair. Mais ouais. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet là. On commence un peu à boucler. Et puis moi, je vais devoir vous laisser là, les gars. Vas-y, Thomas. Ciao. Ouais. À plus, Bonne Thomas. soirée à vous, les Ciao. gars. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. On n'a absolument pas parlé de bourse, mais c'était marrant. Ouais, c'est les meilleurs comme ça, c'est les meilleurs. Bonne soirée à vous, les gars. Ouais, bonne soirée, Thomas. Ciao. Mais ouais, non, franchement, je sais pas où va le monde. Tout ce que je sais, c'est que ça va être la merde. Ah ouais, d'accord. Je pensais pas que je pensais pas que tu étais si pessimiste que ça. Enfin, la vie à l'école va être nulle à chier pour eux, gars. Genre, dis-toi juste un truc. Nous, on faisait quoi au collège? On était dans la cour à faire les cons, à faire du foot, à faire du baby, et juste à faire notre vie tranquille, quoi. Là, tu vas au collège actuellement, c'est quoi? C'est tout le monde sur son tel. Mais on avait pareil au lycée, Dylan. C'était pareil au lycée. Non, le lycée, moi, tu vois, je vois quand je suis arrivé en première terminale, les téléphones, tu commençais à en avoir, mais tu vois, tout le monde n'avait pas un smartphone dans la poche, tu vois. Ah, mais comme tu le dis, c'était quand même le cas. Regarde, gros, on rentrait du lycée, qu'est-ce qu'on faisait? On se retrouvait sur Call of, sur l'ordi, oui. sur. oui, je l'ai dit au moment où t'étais pas là, je crois. Mais je disais que moi, je trouvais que notre jeunesse c'était pas si ouf que ça. Parce que en fait, parce qu'on se voyait plus sur ordi que sur. Ouais, j'aurais préféré avoir la jeunesse de Thomas ou de la génération juste avant lui. Ouais, mais je voulais rebondir sur ça. Par exemple, moi, Margot, elle a pas eu le choix quand elle était jeune. Ses parents, ils avaient besoin de déménager pour le taf. Donc, du coup, ils ont changé de ville. Donc, les enfants qui déménagent beaucoup parce que leurs parents, leurs conditions de travail font qu'ils doivent bouger plusieurs fois dans leur jeunesse. C'est génial d'avoir des ordis parce que du coup, imaginons on n'aurait plus d'ordi, on n'aurait pas d'ordi là, frérot. Ce serait horrible, on pourrait jamais se prendre de nouvelles, on se verrait jamais. Genre, on se revoit dans 5 ans, t'es devenu quoi? Ah ben, je suis devenu père. Ah ben, tu vois, c'est oui, chiant, mais maintenant oui, mais pas pendant la jeunesse, tu vois.
Je connais des gamins, ils ont 4-5 ans, ils sont déjà tout le temps sur le téléphone, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que ça dépend aussi de l'éducation. Oui, mais sa génération au collège va être nulle à chier. Parce qu'ils sont tous sur le Mais tu téléphone. vois, moi j'ai des gens dans ma famille, bah, dès qu'il y a un problème ou quelque chose comme ça, hop, ils mettent sur le téléphone ou devant la télé. Maintenant, c'est la facilité. Les parents, c'est ça. Et la génération des parents actuels, c'est oh, bah, il y a un problème avec l'enfant, on donne aux grands-parents, quelque chose comme ça. La grande majorité, le gamin à 5 ans, il a déjà le téléphone ou la tablette pour regarder Pas de patrouille, tu vois. Ouais, tu vois, moi, ou c'est Bluey, que nous, on a eu l'éducation à la campagne, elle, en fait, c'est la même. C'est-à-dire, tu veux jouer, ben écoute, tu sors de la maison, dans le jardin, t'as de l'espace parce qu'on vit à la campagne, t'as des super beaux arbres, t'as un trampoline, t'as un chien, t'as un grand jardin et autrement. Oui, mais enfin, tu peux lui montrer tout ce que tu veux. Tu sais très bien que les gamins, gamines, quand ils arrivent en période collège, le dernier deux trucs qu'ils ont envie de faire, c'est écouter ce que disent leurs parents. Hein. Ils ont envie de faire quoi? Ils ont envie de faire la même chose que les copains dans la cour. Hein. Et les copains dans la mais cour, comme ils nous, font regarde, Dylan, moi j'ai mon téléphone, je l'ai eu début lycée, mais je connais des gens qui avaient un téléphone dès début 6e, tu vois. Mais c'était pas la norme. C'était il y en avait pas mal quand même. À Mendès France, il y avait pas mal de mecs avec des téléphones quand on était en 6e. Ouais, tu max la grand. Hein. À votre époque, ça m'étonnerait quand même. Non, déjà, à mon époque, c'était pas le cas. Moi, c'était 4e. Quand on était au collège, le téléphone, gars, c'était le Nokia 3310 et le Samsung Flip, là. Donc, non. Mais dis-toi, moi, j'ai eu du coup un téléphone et c'était un clapet et c'était en 6e. Et j'en ai pas eu un autre à partir de. Mon premier téléphone, c'était le Galaxy S3 et j'étais en première. Et à l'époque, tout le monde n'avait pas des téléphones. Hein. Enfin, c'était le Samsung qui faisait ça, là, tac. Il était, je vois. Il n'était pas ovale, mais il était rectangulaire avec bout arrondi. Tu faisais comme ça. Le Blackberry. Ouais, en mode Blackberry un peu. Ouais. Non, parce que le Blackberry. Enfin, le Blackberry, il est dans ce sens-là. Le Samsung, il était dans ce sens-là, tu vois. Mais t'avais carrément un. En fait, t'avais le full écran. T'avais un téléphone comme ça, genre un écran. Avec le clavier en dessous, ouais. Tu faisais tac et genre le truc qui se relevait. T'avais genre un deuxième téléphone. Ouais, je savais pas que tu faisais Blackberry. Ouais. Mais oui, enfin, là, la génération actuelle, pour moi, je te dis, ça va être encore pire que nous, je pense. Là, faut vraiment attendre, pour moi, pour avoir une génération qui va avoir vraiment une vie sympa. Ouais, encore, peut-être même plus. Genre, moi, je dirais 2050, tu vois. Ouais, mais tu vois, Romain, moi, je le vois pas attendre 2050 pour avoir des gosses. Moi, pareil. Enfin, je veux pas d'enfants déjà, les gars. Oui, bah ça, c'est un autre sujet, mais sans parler de ça. Là, la génération, je te dis, déjà, on n'en a pas parlé, mais en termes d'intelligence pure, ça va être une génération de débiles mentales, mais pas l'insulte, le quotient intellectuel. Genre, les mecs qui vont faire des tests de QI, la moyenne française, ça sera 70 de QI, quoi. Mais ça pourra pas aller s'arrangeant pour moi. Si, parce que je pense que, en fait, tu vois, c'est comme toutes les révolutions. T'as toujours un moment où t'atteins un pic et après tu stagnes et voire tu redescends un peu, tu vois. Et je pense que là, la génération là actuelle, c'est ceux qui vont être en plein dans le pic. Et après, une fois que ça va devenir vraiment standardisé et qu'on va vraiment passer le cap suivant des révolutions technologiques, en fait, le jour où ChatGPT, ça sera devenu comme d'utiliser ton smartphone actuellement et que tu auras les révolutions suivantes qui vont venir, là, du coup, tu vas commencer à avoir plus, parce que les révolutions suivantes, je pense que ça va être vraiment des révolutions plus importantes en termes d'intelligence, tu vois. Ça va être la robotique, ça va être la découverte spatiale, ça va être des trucs comme ça, le quantique. Et du coup, ça va être des révolutions qui vont vraiment changer ta vie. Alors que là, la génération qui naît actuellement, en fait, ils vont avoir la même vie que nous, juste plus informatisée. Bah, beaucoup plus. Hein. Moi, je l'ai vécu, c'est beaucoup plus informatisé que vous déjà. Juste moi, ma génération, elle est beaucoup plus informatisée que vous. Et moi, j'ai toujours vécu avec. Et là, à l'heure actuelle, avec l'IA, c'est genre les gens, bah moi y compris, hein, ils ne cherchent même plus à comprendre comment faire cuire quelque chose ou quelque chose comme ça. Ils demandent directement à de l'IA. Et tu ne réfléchiras plus par toi-même, tu demanderas à ChatGPT. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et puis les gens, pourquoi apprendre des choses? Tu vois, quand on devait lire des livres au collège ou au lycée, bah les gens maintenant ils demanderont à l'IA, bah fais-moi un résumé du livre. Hop, et bah voilà, c'est comme si tu l'avais lu. Pourquoi faire? Pourquoi le lire? Bah ouais. Donc ouais, non, je t'avoue que moi vraiment, si je devais choisir une gène, je préfère prendre la gène qui a vraiment pas connu l'informatique, tu vois. Ou très peu, vraiment sur la fin de vie. Parce que la au gène moins, de mes parents, c'est bien, 70-80. Ouais, sinon c'est un peu juste, moi je trouve, tu vois. Parce que eux, je trouve, c'est vraiment la gène où ils ont encore l'âge où ils pourraient faire l'effort de vraiment apprendre la technologie et tout, mais ils le feront pas. Et du coup, ils vont être, enfin, tu vois, nos parents, quand ils vont avoir 70-80 piges,
ils vont être vraiment largués, mais largués de chez largués. C'est fou. Ouais, mais après, ça dépend de la mentalité de la personne. Tu vois, ma mère, elle a. Oui, mais on parle du commun des mortels, là, tu vois. C'est ça. Mais ma mère a été chef de projet informatique, donc forcément, elle s'est mise à la page. Mais mon père, qui est dans le bâtiment, bah, il s'est pas mis à la page, et donc du coup, c'est hyper dur pour lui l'informatique. Tu vois, moi, j'ai les deux côtés. Moi, je vois un truc, c'est que mes parents ne commandent pas sur Internet. C'est-à-dire que l'autre jour, là, j'étais chez eux et on parlait d'un truc. Ma mère avait besoin d'un truc, je sais plus quoi. Enfin, je sais plus ce que c'était, on s'en fout. Elle voulait acheter un truc et elle me sort la phrase: ah bah je vais devoir aller faire tous les magasins du coin en espérant trouver ce que je veux. Et je lui dis: bah tu vas sur Amazon. Ah bah non, tu sais que je commande pas sur Internet. Je suis un... Ah là là, t'as envie de la vas-y, qu'est-ce que tu racontes? Mais surtout, elle m'a toujours fait ça depuis que... Dis-toi que quand j'étais plus jeune, genre quand j'ai commencé à avoir 18-20 piges et que du coup j'étais assez grand pour faire ce que je voulais, mais que j'habitais encore chez eux, genre fallait que je commande sur Internet en cachette. Genre fallait pas que je leur dise. Hein. Genre parce que pour eux c'était quoi, t'as commandé sur Internet mais tu te rends pas compte? C'est là. Voilà. Et puis même maintenant tu vois je commande tout sur Internet et eux ils veulent toujours pas. Et eux je sais que quand ils seront à l'EHPAD à 90 piges, enfin Inch'Allah ils y arrivent, ils vont être à la rue, mais je pense que ça sera même encore pire que tu vois la génération de nos grands-parents qui ont 70, 80, 90 maintenant et qui n'ont jamais connu l'informatique. Je pense que nos parents ça sera encore pire. Tu vois, ma grand-mère, tu lui demandes pas d'utiliser un PC, quoi. Mais elle s'en fout, elle peut faire sa vie sans. Tu vois, elle aura jamais utilisé de PC de sa vie, ça lui va très bien. Nos parents, ça sera pile dans l'entre-deux. Et je trouve que c'est dans les pires. Donc, ouais, non. Tu vois, la génération 50, elle est bien, moi, je trouve. 50-60. Tu fais toute ta vie, tu vois, tu vis jusqu'à 70, 80 piges, tu crèves en 2020-2030. T'auras connu très vaguement l'informatique, un peu de loin, pas ton problème. Pas ta guerre. Ouais, ça sera le titre de la vidéo. C'est pas ta guerre. Pas de problème, quoi. Ouais. Donc soit ça, soit la génération 80, mais... parce que des générations qui vont connaître les technologies, je trouve que c'est ceux qui ont pu bénéficier quand même de la vie pré-technologie et qui pourront quand même bénéficier. En tout cas, on s'est entendus tous les deux sur dire 65, 70, 75, on va dire. Génération aussi qui est pas mal, quoi. Ouais. Plus 50, je dirais. Genre vraiment ceux qui sont nés après la guerre, qui n'ont pas de souvenir de vraiment la période de reconstruction après-guerre. Et qui n'auront jamais les soucis de ChatGPT, machin, tu vois. Eux, ils seront bien. 60. Ouais, 50-60. Sinon, tu vois, c'est ce que je disais pendant que tu n'étais pas là, Lucas, la génération 85, on va dire. Parce que eux, ils ont quand même pu bénéficier de la jeunesse en vie pré-informatique, avoir une jeunesse classique, entre guillemets, et ils seront pas à la rue pour les évolutions technologiques suivantes. Ouais, je suis d'accord. Tu disais, Romain, t'as lancé un vrai débat, Romain. Ah, t'as vu ça? On a fait 3 quarts d'heure là-dessus. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai lancé une question, gros. Ça a été. Mais c'est bien, ça change. Ça change parce que tu vois, là, je faisais le montage de la dernière vidéo qu'on a fait ensemble et je me faisais une réflexion, c'est que, en fait, à force de faire des vidéos régulières, il y a un moment où on va tourner en rond parce qu'on parle quand même très régulièrement des mêmes boîtes, des mêmes sujets. Donc, les GAFAM, l'IA, quoi, globalement. Et en fait, au bout de la 20e vidéo à parler de méta, tu vois, on aura fait un peu le tour. Là, au moins, c'est bien, tu vois, ça change. On parle pas spécialement de bourse, c'est pas grave. On s'en fout. C'est sympa. Ça tourne quand même autour, en soi, ça gravite aussi un peu, tu vois. Ouais. Là, c'est loin quand même. Là, c'est plus technologie générale que vraiment la bourse. Mais... Ouais, mais la bourse, ça joue. Enfin, la technologie joue beaucoup sur la bourse. Hein, oui, évidemment, parce que c'est beaucoup plus facile d'investir en bourse maintenant que dans les années 50. Hein. Ah ouais. Et c'est pour ça aussi que tu vois, c'est un sujet qu'il faudrait qu'on aborde plus en détail un jour. Mais je pense qu'on peut vraiment. Parce que là, en ce moment, le sujet, c'est la crise. L'Iran, ça va pas. L'Ukraine, ça va pas. Il y a une bulle de l'IA. On entend que ça. Dans les quelques années à venir, je dis pas, mais je suis persuadé que les prochaines générations là, qui commencent à naître maintenant ou qui sont nées là depuis 5-10 ans, je pense qu'ils peuvent vraiment te faire une génération en bourse où ils tapent du 30% par an, quoi. Parce qu'en fait, ils vont tous être en bourse. Tout le monde va être en bourse. Et en fait, la bourse, c'est pas compliqué. Hein. Pourquoi est-ce que la valeur d'une entreprise monte ou elle descend? Elle monte quand tu as des gens qui en achètent plus qu'ils en vendent. C'est aussi simple que ça, littéralement. Et pourquoi Nvidia baisse de 2% aujourd'hui? Parce qu'il y a 2% de plus de gens qui en vendent qu'en achètent. Et littéralement, c'est ça. Plus tu vas avancer dans les générations, plus
la retraite par répartition va se péter la gueule. Donc, en fait, si la retraite par répartition se pète la gueule, t'as pas 30 solutions différentes pour pouvoir profiter d'une retraite. T'as soit le communisme, vraiment à l'ancienne en mode URSS, soit les retraites par capitalisation comme aux US. Et si tu pars là-dessus, ça veut dire que tout le monde va être investi en bourse. Donc, en fait, il va se passer quoi ? Tu vas avoir des vagues de rentrée d'argent tout le temps. Et ta bourse, elle va faire, hop là, vers l'infini et au-delà. Mais c'est pour ça qu'il faut investir maintenant. Parce que c'est sûr que plus tard, les gens, ils investiront. Après, c'est pas pour ça que tu n'auras pas des crises financières, que tu vas pas bouffer des années à moins 40, moins 50%. Mais sur le long terme, je pense que tu peux vraiment avoir une génération bourse dorée, tu vois. Tu vois, comme il y a eu les 30 glorieuses pour vraiment le travail en France, la main-d'œuvre et les trucs comme ça, je pense que tu peux vraiment avoir une 30 glorieuses bourse. Parce que tout le monde va investir en bourse. Regarde la preuve. Regarde, en 2 ans, là, le groupe, il est passé de moi tout seul dans mon coin à moi qui va boire une bière avec Romain et qui lui dit au fait, j'ai investi en bourse. Il dit mais non, je réfléchis à le faire depuis 6 mois. Et puis là, on est 8 dans le groupe maintenant. Et ça va aller que. Ça va aller que en continuant dans ce sens-là, tu vois. Quand je suis allé boire un coup l'autre jour avec des collègues du boulot, on en discutait, et puis ils sont pas spécialement pour, et puis quand j'ai commencé à leur montrer les chiffres, ils ont dit ah ouais. Et puis tu vois, t'as senti le petit œil intéressé, quoi. Et je suis sûr que ça va continuer comme ça. Ouais, mais parce que t'investis pas dans n'importe quoi et que tu regardes aussi dans quoi tu investis. Et puis non, mais même juste autre chose. Mais je vais pas faire ce que mes parents à moi m'ont fait, de foutre ça sur un LEP et de le laisser dormir 18 piges. Moi, je vais le mettre en bourse, leur argent. Et du coup, moi, je mettrais un peu des deux, je pense. Non. De l'argent sur livret pour tes enfants, non. De l'argent sur les livrets pour toi, pour payer tes trucs, oui. Pour les enfants, quand ils auront 18 piges, non, tu mets en bourse. Par contre, oui, je ferai pas ce que je fais pour moi. Là, ça sera un bon vieux MSCI World All Country et on n'en parle plus, tu vois. Mais voilà, exactement. Bon, moi, faut que je vous laisse. Ouais, de toute façon, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, à moins que. Parce que Romain, tu vas y aller aussi, j'imagine. Ouais, je vais y aller aussi. Bon, messieurs, merci à vous. Thomas nous a déjà quittés, malheureusement, mais bon, c'est pas grave, il devait aller vaquer à ses occupations. Là, je pense que la vidéo a été très intéressante, ça changera des sujets traditionnels. Donc, merci à vous d'avoir participé. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.